Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir LA liste ultime. Et pour m'aider dans ce périple ô combien périlleux, j'ai à mes côtés Stéphane Boulet, alias le député maire de Haute-Savoie. Exactement, votez pour moi. Hello papa, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien Daniel, bonsoir tout le monde, bonjour, peu importe quand vous écoutez, ça va bien. Alors, si vous nous écoutez aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous, en fait, c'est qu'on a décidé de doubler cette semaine, parce qu'on n'avait pas le temps de faire un After Eight dans les bonnes conditions. En plus, il y a l'E3 qui arrive, et on veut vous faire un After Eight spécial E3, donc... Voilà, bien préparer les choses. Si vous aimez le cinéma, c'est grâce aux jeux vidéo que vous avez une double ration, 2 semaines d'affilée de Super Ciné. C'est pas arrivé depuis très longtemps, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est pas arrivé depuis un petit moment. De vrais épisodes canoniques, pas on a vu tous les pas gendarmes à Saint-Tropez pour quoi. Les classer, quoi. Quoi qu'on pourrait le faire, attends, Marc. On pourrait le faire, ça c'est clair. Alors, je suis Daniel Andreev, Camille Robotics sur Twitter, et donc c'est l'épisode 34. Vous nous envoyez des listes, c'est 3 films par liste, un titre si vous voulez vous la péter, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a un petit paquet de listes, et tu sais quoi, je commence à devenir un peu faible, c'est-à-dire que dès que je vois une liste arriver, genre assez récente, je me dis, ah, celle-là. Donc tu craques. En fait, tu gagnes parfois à renvoyer des listes. Et par exemple, là, je cherchais un film en particulier. Par exemple, tu vois, si tout d'un coup, je me dis, tiens, on va faire une liste Clovis Cornillac. Je cherche Clovis Cornillac et je vais chercher très loin une liste Clovis Cornillac. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une liste Clovis Cornillac. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette idée horrible. Mais enfin, pas horrible. Écoute, on verra bien, on en discutera. Je suis sûr que c'est un homme charmant en plus, hein, Clovis Cornillac. Je suis sûr qu'il est adorable. Et ça... Je suis sûr qu'il est vraiment adorable. Ouais, et sa rom-com est pas mal. C'est le sauve. Parlons vrai cinéma. Oula. C'est vraiment dégueulasse. Putain, je vais pas le garder, on est vraiment infâme. Oui, c'est ça, on est vraiment des êtres abjects. Parlons cinéma, mon ami, et regardons un peu notre top 10 pour qu'on voit où on se situe. Le premier, c'est Memories of Murder. Boo-Joon-ho dans la place. Voilà, le cinéma coréen qui truste la première place. Et il truste pas que la première place. Hein, non, pas que la première place. Mais finalement, c'est assez symptomatique de ces années-là. Hein. Enfin, bah ouais. La nouvelle vague du cinéma coréen, bah voilà. Et puis surtout, on a reçu beaucoup de gens qui demandaient et Memories of Murder et The Host parce que ça se trouve parfois vous avez les mêmes goûts que nous. Vous avez le bon goût, le goût ultime. Oui, le goût gravé dans le marbre. Le goût gravé dans le marbre, voilà. Exactement. Et il faut pas. Ah oui, je veux juste dire parce qu'on l'a pas assez répété, mais cette liste. C'est pas nous qui la décidons, c'est... Et oui. Nous sommes les messagers, nous sommes le vaisseau transporteur de l'information. Exactement, nous sommes tel la Pity à Delphes, voilà, nous ne faisons que transmettre la voix du cinéma ultime, hein, finalement, nous ne sommes que des instruments. Voilà, c'est exactement ça. Donc, quoi qu'il en soit, le deuxième film, c'est History of Violence. Donc, voilà, David Cronenberg. Troisième, Millennium Actress. Quatrième, c'est donc Le Voyage de Chihiro. Qui est quand même un putain de grand film. À chaque fois que je vois marquer Chihiro en fait devant moi, je me dis putain mais quel grand film. The Host juste derrière. Voilà, on retrouve Bong Joon-ho, tranquillou. Il est dans le top 5 2 fois. La France à l'honneur avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est quand même le grand film de Gondry. Voilà, la France à l'honneur toujours avec OSS 117 Le Caire, Nid des espions. 8e, Le Retour de Alexei Zanguitsev. Et voilà, et 9e. T'as vu, on a quand même, c'est un peu notre défense. On a du cinéma un peu à télo. Oui, tu vois, on peut passer dans le masque et la plume, tu vois. Exactement. Oui, nous sommes pas les tenants d'une critique parisienne, tu vois. Parisienne, surtout pas toi, en fait. Oui, c'est. On a déjà parlé la dernière fois, effectivement, c'est Paris est très étendu, à la grande couronne. Hot Fuzz de Edgar Wright. Et Shaun of the Dead. Edgar Wright, toujours.
Et si je te dis que je vois le prochain Edgar Wright, genre 3 jours après l'enregistrement, là, est-ce que t'es pas deg? Alors, je te dis, de la façon la plus simple et la plus détachée du monde, Daniel, je n'avais pas besoin de raisons supplémentaires pour te détester. Tu vois, c'est pas la peine de m'en apporter dans plus. Tu vois, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Dès que je sortirai de la salle, je te donnerai mon. Oui, je rendrai un SMS, j'en suis sûr en plus. Putain, quel bâtard. Quel bâtard. Ah, ça, c'est sûr et certain. On va s'atteler tout de suite à la tâche, si tu veux bien. Ah bah oui, on est là pour ça. Il y a juste un truc sur lequel je repensais, tu sais, parce que parfois on pense aux erratum ou des choses comme ça. Je repensais juste au cas Obrever qui est classé chez nous. Oui. Il est classé 44e. Donc pour l'instant, c'est notre frère Cohen le moins bien classé de tous les frères Cohen qu'on a vus, en sachant que frère Cohen trust encore les années 90. Obrever, le truc, c'est que j'avais parlé de la vision un peu blanco-blanco d'un film qui se passe quand même dans le Mississippi et les esclaves. Enfin, tu vois, dans le film, il y a quand même un personnage noir important. Alors, c'est vrai, mais il n'empêche que le film respire quand même d'une blancheur très Cohen, quoi. Et c'est ça, en fait. J'ai traduit juste un sentiment. Bien sûr qu'il y en a un, hein, mais... et on voit des esclaves au début, mais c'est vraiment une toile de fond vraiment pas très apparente. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, je sais pas, moi, quand tu m'en avais parlé, moi, c'était pas un détail qui m'avait spécialement marqué à l'époque. Après, ceci dit, ça fait longtemps que j'ai pas revu le film non plus, hein. Moi, je l'avais vu à sa sortie et je l'ai revu quelques années plus tard, mais voilà, c'est pas un détail qui m'avait spécialement choqué. Donc voilà, après, faudrait que je le revoie en fait, pour vraiment me positionner là-dessus. Voilà, mais il y a des gens qui m'ont écrit là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas forcément sur le détail de l'absence ou la présence de Noir, mais j'avais un sentiment d'une Amérique de Grande Dépression un peu à la naphtaline, enfin un truc semi-nostalgique. Enfin, c'est un truc très. Tu sentais que c'était très romancé. Enfin, en tout cas, voilà, c'était pas une. Oui, et puis on peut pas leur reprocher de faire leur film tel qu'ils le veulent. Après, c'est juste dans le contexte, quoi, qui est un peu étonnant, quoi. On passe à nos listes, peut-être. Bah oui, on va graver dans le marbre, on est là pour ça. Alors écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par Benji.fo. Merci Benji. Chez Benji.fo. Benji. Et c'est une liste qui s'appelle Amicromania, on se sent gamer. Après avoir visionné ces films, on se sent chinois. Oh là. Oh putain. Tu sens la liste qu'on va avoir ou pas? Oh, je sais pas, mais on a déjà eu gamer la dernière fois. Donc, ah oui, en fait, c'est que je faisais une recherche au mot gamer. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait donné le... Et puis, je suis tombé sur cette liste qui m'a fait rigoler. Donc, on va commencer par... Et je pensais pas qu'un jour, on commencerait par ce film-là. C'est Shanghai Kid. Ah oui, donc avec, évidemment, Jackie Chan. Ouais. Et Owen Wilson. L'inusable Owen Wilson. Owen Wilson qui était dans une passage de sa filmo qui, je dirais, était pré-dépressive. Ouais, c'est... en plus, c'est vraiment, pour le coup, au sens littéral que tu dis ça, parce qu'Owen Wilson a souffert réellement de... Ah oui, il est vraiment... Hein. De grave dépression, voilà, donc... et effectivement, c'est cette part... En fait, c'est marrant parce que... Enfin, marrant. C'est ce moment de sa filmographie où, littéralement, t'avais l'impression de le voir partout. Très détaché de ses rôles, en fait. Oui, et en fait, tu as l'impression de voir partout, mais en même temps, voilà, tu le sentais, enfin, voilà, tu le sentais pas, voilà, c'était vraiment le truc en mode automatique parce que il le faisait comme un fonctionnaire. J'ai envie de dire, j'aime beaucoup cette expression. Surtout toi. Bah oui, surtout toi. Rappelons-le, dans la vie réelle, tu es fonctionnaire. Voilà, exactement. Donc du coup, au moins je sais de quoi je parle. Et oui, et du coup, Shanghai Kid, ouais, c'est pas un de ses plus grands rôles, et on va casser le suspense tout de suite, c'est pas le plus grand rôle de Jackie Chan non plus. C'est sa période US. Et la période c'est sa période US, sa période où enfin, même quand il était aux US, il n'a pas pu trop s'arrêter, où finalement il était la caution nouille aux champignons noirs d'Hollywood, quoi. Le problème, c'est que c'était des films suffisamment bien produits, mais en général qui étaient produits avec un œil américain, et je pense que ça aussi... c'était dans Shanghai Kid, c'est que c'est des films pensés par des ricains et pas du tout adaptés ni à sa physicalité, ni à son physique, ni à ses méthodes de travail, tout simplement aussi. C'est effectivement, enfin, Jackie Chan, on l'a déjà dit, mais c'est avant tout la rigueur, le travail, l'exigence. Tu suffit de voir ces films hongkongais où lors des making-of, il pouvait recommencer 400 fois un mouvement pour qu'à la fin il soit parfait, que l'impact soit maximal. D'ailleurs, il l'a dit par la suite, hein. Il a dit justement, toute sa période aux États-Unis, c'est qu'en fait, on lui disait en gros que s'il ratait sa cascade, c'est pas grave, il y a le montage pour ça, quoi.
Et genre tu dis ça à Jackie Chan, ça fait très très étrange. Et voilà, Shanghae Kid, ça fait partie de ces produits. C'est littéralement un produit, c'est-à-dire que t'es content parce que t'as Jackie Chan, t'as la formule de Rush Hour avec le buddy movie décalé, familial, etc. Mais voilà, c'est un film de seconde partie du samedi soir, ça va jamais beaucoup plus loin, quoi. Et tu sais que le pire, c'est que je pense que, en plus, là, ça va être une période un peu noire on parle de filmo de Jackie Chan, puisque Shanghae Kid, donc qui s'appelle Shanghai Noon d'ailleurs en US. Ouais, Shanghai Ensuite, il enchaîne Rush Hour 2. Ensuite, je sais pas si t'as vu The Tuxedo. C'est celui où le smoking, enfin celui qui s'appelle le smoking chez nous. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, où il contrôle pas ses mouvements. C'est un super espion, je sais pas quoi. Qui est littéralement Inspector Gadget joué par Jackie Chan. Voilà, c'est ça. Et je tiens à dire que Inspector Gadget joué par Jackie Chan, c'est mieux que Inspector Gadget en film. Oui, que joué par Matthew Broderick. Et puis ensuite, sa filmo chinoise, elle reprend vraiment avec New Police Story en fait. Enfin, il en a fait d'autres, mais... Il en a fait d'autres, oui. Ouais. Bah, il revient... En plus, ce New Police Story qui est un épisode très très étrange. Je sais pas si tu l'as vu. Ah bah, bien sûr. Mais oui, c'est un film malade. C'est un épisode très, et littéralement, très étrange parce que littéralement, il vomit dès la première minute en fait. Oui, c'est ça, voilà. Tu sais plus trop ce qu'il veut. Même lui, enfin, c'est très étrange. En fait, c'est un mix entre Police Story et Crime Story. Le New Police Story. Parce qu'au début, ça commence par... on va en reparler si quelqu'un... Je pense qu'on a un New Police Story quand même. Au début, il commence complètement déprimé, genre il vomit par terre, comme je l'ai dit. Et puis 15 minutes après, ils ont complètement oublié la dépression et c'est parti d'une Jackie Chan... Jackie Chan fucks everyone, quoi. C'était vraiment... C'est genre... C'est Jackie Chan show, quoi. J'ai pas compris New Police Story. ouais, bah, les suivants, moi j'ai regardé encore les suivants, je comprends encore de moins en moins. Enfin bref, du coup on en reparlera peut-être à ce moment-là, quoi. Ouais. Où est-ce qu'on va mettre Shanghai Kid, sur lequel on s'est pas trop apesanté parce qu'il y a pas grand chose à dire en fait. Il y a pas grand chose à dire, il y a rien il y a pas grand chose à retenir. Enfin c'est, tu vois les situations. Enfin bon, en plus t'as un univers western, voilà, très très policé. Ah bah c'est un western. C'est Lone Ranger presque. Oui, et encore Lone Ranger, j'ai trouvé ça peut-être plus incisif que Shanghai Kid, quoi. C'est parce que c'était filmé dans le noir pour faire comme un film d'ici. Oui, c'est ça. Et parce qu'on y massacre des Indiens pendant une séquence de 15 minutes sans interruption, quand même. Alors, non, les Indiens sont massacrés presque hors écran, mais on te dit qu'on les massacre. Ah bah non, parce que dans Lone Ranger, t'as vu la version longue, toi? Oui, bah j'ai peut-être... Oui, parce que moi je l'ai vu quand c'est arrivé en vidéo, je suis pas allé jusqu'au cinéma. Parce que la version ciné... non, la version ciné, c'est genre... Ah ouais, regarde, ils sont tous en train de mourir. Wow, mais à la fin, c'est happy end. Donc bref, oui. Comment on est arrivé à parler de Lone Ranger? Ah bah évidemment, voilà, cowboys, voilà. De cowboys. Mais donc oui, Shanghai Kid, c'est un film, il y a pas de... Enfin, il n'y a pas de grande cascade, de grands moments à retenir particulièrement, quoi. Voilà, et même dans le 2, puisqu'il y a eu un 2. Ouais, c'est inoffensif et c'est pas son pire, hein, Jackie Chan dans cette période-là. Mais non, bien sûr. Mais c'est vraiment complètement transparent, quoi. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Où est notre barre des films qui ne servent à rien? Attends, faut dire un truc méchant sur un film que des gens aiment bien. Non, on n'est pas obligé de troller à tous les trucs. Ah merde, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Moi je croyais qu'on était obligé. Mais tu vois, parce que le but est quand même de te faire rire, il y a plein d'autres films qui me font rire, même que... tu vois, Qui a tué Palais à la Rose, par exemple. Si tu le vois plus bas, dis-moi. Moi je le vois sous Harry Potter et la Chambre des Secrets. D'accord, ok. Voilà. Pas mal de listes quand même, basées sur le fait que c'est des réalisateurs qui sont déracinés et qui produisent des films qu'ils n'auraient pas dû faire. On passe au deuxième film, qui est Romeo Must Die. Oh, film très 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 compliqué, donc très problématique, oui. Avec Jet Li. Au top de sa vista. C'est son premier lead role en fait aux États-Unis, je crois. Romeo doit mourir, non? C'est ça? Parce qu'il avait fait L'Arme Fatale 4 avant, il me semble. Je crois que c'est le premier qui te vend Jet Li version brochet de fromage. Le film d'ailleurs était tu pouvais pas passer à l'époque à côté à cause de sa BO signé par Timbaland et Alia qui chantait. Alia qui chantait et qui joue le rôle principal de la Juliette en fait, parce que de ce Roméo de mourir, et Alia qui est morte très peu de temps après. Ouais. Je crois que c'est un accident d'avion en plus. C'est un accident d'avion en fait. Elle tournait un clip dans les îles
Et malheureusement, tu sais, c'était un petit Cessna, et puis ils avaient trop chargé l'avion, tu sais, de matos, et voilà, c'est ce qui passait. Il y a eu des rumeurs ils ont pris de la coke aussi, mais d'après ce qu'on en sait, c'est quand même une histoire d'avion trop chargé. Donc ouais, voilà, donc c'était le gros événement parce que voilà, Jet Li, c'était la prise entre guillemets des Américains. C'était le nouveau Bruce Lee en fait, hein. Vraiment c'était ça, on avait trouvé le Bruce Lee de notre génération. On avait trouvé le Bruce Lee de notre génération et donc voilà, donc c'est Roméo et Juliette avec des Chinois et un gang afro-américain, globalement c'est ça. Et je crois que ce film est peut-être là où j'ai le plus face-palmé dans une salle de cinéma depuis longtemps, quoi. J'avais détesté, mais vraiment. Il y a beaucoup de cable work, j'allais dire, il y a beaucoup de cable work pas nécessaire dans ce film. Ouais. Il y a ce moment où il la prend et il lui fait marcher sur le long du mur. Ouais. Et ça devient un peu le mouvement trademark de ce film, en fait, c'est qu'il marche souvent sur les murs. C'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. Et puis surtout, tu vois que globalement, elle, comme le reste du casting, ils sont pas habitués, ils savent pas ce qu'ils font là. Et genre, les moments de baston où il y a ces espèces de mouvements impressionnants, t'as l'impression qu'ils sont tournés au ralenti pour que les mecs aient le temps de se prendre les coups qui arrivent. Enfin, tu sais, t'as vraiment un côté, ça fonctionne pas. Enfin, visuellement, ça fonctionne pas. Il y a aussi des histoires de X-Ray Attack, tu sais, Ah oui, alors ça... Ouais, alors, X-Ray Attack, tu peux te permettre quand t'as... Dans les années 70, c'est que tu fais Street Fighter. Voilà, que tu fais Street Fighter. Shiba, quoi. Et mais là, c'était vrai, j'avais oublié ces scènes mais en transparent. Elles sont vraiment très, très, très longues. Où il frappe, voilà, puis tu vois en vision comme si t'étais dans un appareil de radio, et tu vois les os se casser sous l'impact des coups. Mais en fait, c'est ça le plus dramatique, c'est que t'as cette astuce visuelle là, mais que les bastons n'arrivent pas à être impressionnantes, à avoir un impact suffisant. Enfin, c'est à dire que tu vois ces os brisés littéralement, tu les vois, mais en fait à l'écran t'as vraiment le sentiment que c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Enfin, il y a un énorme décalage entre ce qu'ils ont voulu faire et le résultat, et c'est pareil. Je sais pas ce qu'il leur a pris par la tête. La baston finale, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, ils sautent, le Jet Li et le boss de fin, entre guillemets, ils sautent par-dessus les flammes et ils font des sauts. Ils font un coup de pied ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, ils font une espèce. Mais c'est-à-dire que les sauts c'est ni esthétique, ni respectueux de la physique, ni. C'est juste complètement ridicule. Tu vois deux types qui s'envolent littéralement, alors que what the fuck, pourquoi ils s'envolent? Ils sont chinois, mais c'est ça. Je veux dire, les Chinois ne volent pas a priori. Et visuellement, ça rend pas du tout. C'est ridicule. Enfin, c'est vraiment voilà, comme tu dis, le cable work comme il n'aurait jamais dû le faire, quoi. Et j'ai plein d'anecdotes sur ce film. Par exemple, à l'époque, je faisais du kung-fu. Et quand c'était pas mon shifu, ma shifu plutôt, mon prof qui nous faisait le cours, il y avait son suppléant qui était champion de France et qui nous faisait le cours aussi. Et il y a un moment, il nous a fait tenir la pose de l'affiche, qui était avec le poing comme ça, une pose un peu sud Nanchuan, comme on disait. Et puis il nous a fait tenir cette pose super longtemps en disant « Ah, c'est bien, c'est Roméo Must Die !» Et j'ai un gros trauma du coup à cause de cette pose. C'est ma pose instinctive dès qu'on me dit « Ah, t'as fait du kung-fu ?» Je prends la pose Roméo Must Die. Si vous me croyez que vous me dites « Montre une pose », je fais celle-là. Et puis on peut juste un mot sur le réalisateur, puisque c'est pas courant d'avoir un réalisateur qui sort de ce cadre. C'est un Polonais qui s'appelle Andrzej Bartkowiak. Ouais, tout à fait, ouais. Qui était le directeur photo, en fait, justement de l'Arme Fatale 4 dont tu parlais juste avant, mais il était directeur photo de Speed. Et c'est celui qui va faire Doom après, par la suite. C'est celui qui va faire Doom, et surtout il va faire un des plus mauvais films des années 2000 que peut-être personne nous a donné, qui est un appel à Street Fighter Legend of Chun-Li, qui est extraordinaire. Fucking ordinaire. Grand film à sa façon. Ouais. Et pour beaucoup d'argent, on vous le regarde, on vous le commente en direct. C'est clair. Ah, c'est terrifiant. Ce film est terrifiant. Ah oui, c'est... Putain, les souvenirs, quoi. Ah oui, c'est terrifiant. Voilà le genre de personne qui n'aurait jamais dû passer derrière la caméra. Littéralement, là. Oui, il a pas une idée, quoi. c'est là, fallait pas. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, Roméo Must Die ? Je le mets sous Shanghai Kid, hein. Ah oui, bien sûr. Alors,
Il y a aucune façon que ça passe devant Shanghai Kid. Bah, tu sais, je vois Doomsday là. Mais je préfère Doomsday, moi, personnellement. Je descends pas sous Hancock. D'accord. Écoute, très bien, parfait. Hancock, non, c'est pas possible. Tu sais, toi, on l'a quand même mis sous Next, quand même. Ouais, Next, attends, c'est lequel Next? C'est celui avec Nicolas Cage qui est adapté de Philippe K. Dick. Oui, bien sûr. Où à la fin, t'as la multiplication de Nicolas Cage. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu te rappelles. Mais tu sais, parce que quand je vois Next écrit tout seul comme ça, je pense à l'émission sur MTV. C'est terrifiant. Putain. 3e film de la liste de Benji. Et c'est évidemment Danny the Dog. Danny the Dog, donc c'est quoi? C'est Louis Leterrier? Alors c'est un des Besson Boys. Je crois que c'est Louis Leterrier, ouais. C'est en tout cas un des. Ah, c'est Leterrier, ouais. C'est Louis Leterrier, voilà. T'as vu? Putain, ça. L'œil du tigre, comme dirait l'autre. Donc, comment dire? Oui, un des dauphins de Luc Besson. Hein, ils sont quelques-uns comme ça. Qui prend la main avec Morgan Freeman aussi. Dans le rôle, et cette fois-ci l'histoire c'est Jet Li qui est aveugle, c'est ça, et qui est élevé non, c'est Morgan Freeman. Ah oui, c'est Morgan Freeman qui est aveugle, c'est ça. Et Jet Li qui est élevé comme un chien, qui est élevé littéralement comme un chien de combat. On lui met un collier et quand on lui enlève le collier, il tue la personne. Il défonce des gens, voilà. Globalement c'est. Et je crois que le méchant c'est Bob Hopkins. Oui, c'est ça, exactement, voilà. C'est Bob Hopkins, exact. Et voilà, donc du coup, c'est un peu intouchable avant l'heure, quelque part. Alors, c'est intouchable, mais c'est aussi un autre film, c'est aussi un parallèle avec un autre film qui est sorti cette année-là, c'est De battre mon cœur s'est arrêté. Et pourquoi ? C'est parce que Danny the Dog donc, va à un moment se retrouver en liberté, il va être 100 mètres, il y a la nana qui, enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, son mentor, tu vois, ouais. Elle va lui expliquer ce que c'est que la vie, et il va se mettre au piano. Ah oui, exact, c'est vrai. Ce qui est exactement le même qui se plot passe dans que de Batman Cœur s'est arrêté, c'est-à-dire que c'est un mec qui va faire la rédemption par le piano. Exactement, oui. Sauf que là, c'est EuropaCorp. Oui, sauf que là, c'est EuropaCorp. Et en général, tu sais, quand t'as un concept comme ça et que EuropaCorp se dit on va le faire, mais en mieux, c'est moins bien. Oui, voilà. Bah, ça porte un peu tous les. Comment s'appelle, toutes les stigmates d'EuropaCorp, son utilisation bien pendant ta gueule de la musique. Alors la musique c'était Massive Attack si je me souviens. C'était vraiment genre un projet particulier, c'était Massive Attack. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, alors je confonds le truc parce que moi ce que je me rappelle de Danny the Dog, c'est que parce que Louis Leterrier c'était aussi le transporteur, c'est ça aussi. Ouais. Putain, il faut bien les repérer les autres. Mais ouais, parce que j'ai tendance à les confondre, quoi. J'ai un petit affect quand même pour Louis Leterrier parce que je trouve que de tous les mecs qui ont gravi les échelons à côté de Besson, je trouve que c'est celui qui s'en sort pas mal en fait. Alors la filmo est en dents de scie, mais ouais, parce c'est lui qui a fait Hulk, c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait Hulk, mais il a fait que le premier, non? Il a fait le premier ou les deux? Bah, Hulk, il a fait celui avec non, le choc des Titans. Oui, il a fait que le premier, je crois. Ouais, c'est ça. Après, ils sont passés. Parce que le deuxième, le deuxième, il est terrifiant. Ouais, non, je trouvais que le premier, il avait un truc assez kitschos rigolo. Et récemment, il était quand même dans mon top des films préférés, puisque l'année dernière, il a fait Les Frères Grimsby avec Sacha Baron Cohen, qui est à se pisser de rire. Mais après, on n'est pas d'accord souvent sur les comédies. Sur les comédies, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est un mec qui a quand même essayé de s'émanciper du modèle Besson, donc j'ai un peu d'affect pour ce mec, quoi. Enfin, après... oui. Voilà, on est en train de parler de Danny the Dog, scénario Luc Besson. Voilà. En gardant en tête les proportions, hein, les autres. C'est quand même un putain de hasard que la même année de Battre mon cœur s'est arrêté, un film dont tu sors et tu dis ça m'a fait penser à l'autre film avec Romain Duris, quoi. C'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle entre les deux, mais maintenant que tu le dis, je ne vois plus que ça en fait. Et je trouve que martialement, Jet Li est plus intéressant dans celui-là. Que dans Romeo Must Die. Ah bah bien sûr. Bah, ouais. Là c'est mieux tourné de toute manière. Ouais. Déjà c'est vachement mieux tourné et on est sur une approche qui est plus brutale, moins dans l'espèce de fantasme post Tigre et Dragon en fait. Du chinois qui se bat. Oui, il n'est pas utilisé parce qu'il est chinois, il est utilisé parce qu'il se bat bien. Voilà, donc on est sur une utilisation martiale déjà beaucoup plus intéressante et Louis Leterrier tient quand même mieux sa caméra que notre ami Bartowiak. Donc
Oui, c'est mieux. Bon, après, de là en faire un grand film et même un grand Jet Li, c'est un pas que je ne sauterai pas quand même. Je pense que c'est... Alors, je vais peut-être m'engager, mais je pense que c'est le meilleur Jet Li occidental. Je réfléchis. Moi, j'ai toujours eu une affection pour le baiser mortel du dragon. Ah oui. Avec le titre. Avec le titre. Le baiser mortel du dragon avec fucking Checky Cario, voilà. Mais alors, entre Bob Hopkins et Checky Cario, qui est le meilleur méchant? Je trouve que Checky Cario il est fabuleux. Il est fabuleux en méchant, et surtout la façon dont la mort de Checky Cario dans le baiser mortel du dragon, c'est un moment de cinéma. Oui, et puis il y a une baston qui est géniale dans le baiser mortel du dragon. C'est la baston dans le commissariat. Commissariat, ouais. Elle est ouf, quoi. Et ouais, alors, ouais. Si tu veux savoir un truc, c'est que je savais pas, c'est à l'époque où je faisais du kung-fu, encore une fois. Il y aura beaucoup d'anecdotes sur kung-fu quand on filme des films kung-fu, surtout à cette époque-là. Vu que ça coïncide, c'est la bonne époque. C'est vraiment l'époque où j'en faisais beaucoup. Et je faisais de la muscu pour tonifier. Comme disait ma prof, il faut plus tonique les coups de poing. Et donc, du coup, je faisais un peu de muscu pour tonifier ça. Et à côté de moi, il y avait un mec très sympa et qui me donnait des bons conseils parce qu'il était vraiment baraque. Je lui ai dit, c'est bizarre, ce mec, il est vraiment cool et tout. Il me donne des bons... J'aime bien être bien tutorisé, avoir cette filiation, genre maître-élève et tout ça. Et lui, en l'occurrence, il avait l'air de connaître son bise. Et ensuite, je regarde le film et je fais, oh putain, c'est le mec qui se bat contre Jet Li à la fin. C'est le boss de fin de niveau du film. Ah, excellent, très très bon ça. Et là, tu sais, il y a deux jumeaux en fait, ou je sais pas, c'est un des deux quoi. D'accord, mortel. J'étais super content de voir. En plus, il se bat, mais comme un ouf quoi. Et en plus, tu leur dis à ces mecs, tu les engages et tu dis, tu vas te battre contre Jet Li, mon pote, ils vont taper 15 fois plus fort. Ils vont se dire, c'est le match de ma vie. Et sans doute, ça a été la baston de sa vie en fait. Si tu veux, sans doute, oui, ouais. Parce que j'ai pas souvenir de l'avoir recroisé beaucoup par la suite. En fait, du coup, plus j'en parle avec toi, plus j'ai de la tendresse pour Danny Dog. Prêt à le mettre. Je suis prêt à le mettre. Je suis pas à le mettre au-dessus de Shanghai Kid. Hein. Ah, je le mets au-dessus de Shanghai Kid, c'est sûr. On est d'accord. Mais. Je suis pas prêt à le mettre au-dessus d'Avatar, par contre. D'accord, ok. Moi, j'allais te dire, moi, je suis prêt à le mettre sous le Pacte des loups, mais parce que n'oublie pas que le Pacte des loups est quand même très au-dessus d'Avatar. Oui, mais le Pacte des loups, c'est quand même vachement mieux. Le Pacte des loups, c'est un Indien qui fait du kung-fu au ralenti en Auvergne. Alors, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord, mais je veux au-dessus de Good Night and Good Luck. D'accord, ça marche. Vendu. Et je pense que j'aurais Ah non, tu sais quoi, même au-dessus de Visitor Q. Ah ouais, je te l'accorde, va. Franchement, je pense qu'on a le seul top au monde avec Avatar suivi de Danny the Dog. Vous vous rendez compte que ça nous fait marrer quand on y pense. Quand on y pense, les voix de la vérité absolue sont très étranges. Ouais, sont quelquefois. Très étranges. Et bah écoute, on remercie Benji pour sa liste. Oui, merci, très bonne liste. Je me suis rendu compte, et puis en fait, c'est surtout toi qui m'as envoyé des SMS pour me dire, oh là là, putain, mais on n'a pas de film d'horreur ni rien, tout ça. J'ai décidé de passer une liste de Cinédiff. Merci Cinédiff. Et c'est une liste qui s'appelle sobrement. Et faut quand même des parents vachement dégueulasses pour appeler son enfant Cinédiff, hein, t'imagines? Allez Cinédiff, viens prendre ton petit déjeuner. Il dit qu'il s'appelle Rano 84 sur Sens Critique. Voilà. Ah d'accord, ouais. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça veut dire l'adoption s'est bien passée. Alors, sa liste s'appelle Le Royaume-Uni et son avenir de merde. Ah. Et le premier film... Une liste dans l'actualité en plus. Ah bah complètement. Et là, on a plein dedans là. Et le premier film de cette liste, c'est 28 jours plus tard. Et oui, 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Danny Boilet, comme Danny Boyle. Non, en fait, alors, c'est moi, je joue là-dessus. Les mauvais films de Danny Boyle, je les appelle les Danny Boilet, pour bien les distinguer de Danny Boyle quand il est inspiré. Je vois, c'est comme Brian De Palma et Brian De Palma. Ah ouais, sauf que Brian De Palma, il y a quand même beaucoup plus de Brian que de Brian. Oui, certes, mais des brillants, ils sont très gênants quand même. Et donc là, c'est un film post-apocalyptique signé Danny Boyle. Voilà, et c'est marrant, c'est le film qui va changer le paradigme sur le zombie, puisque c'est comment dire, le mot zombie n'est jamais prononcé quoi que ce soit, mais jusqu'à ce film-là, en tout cas de façon populaire, le zombie c'était le zombie de Romero, c'est-à-dire la créature anthropophage lente, décomposée, etc. Alors que là, en gros, c'est des zombies sous stéroïdes
Et littéralement après 28 jours plus tard, tu vas avoir plus que ça. Par exemple, ceci dit, si tu me permets, chez Romero quand même, il y a un truc qui était quand même assez peu évident, c'était t'as les monstres bien sûr et tout, mais souvent c'était l'homme qui était le pire. Oui, mais justement dans 28 jours plus tard. Je veux pas spoiler des films de Romero, mais tu vois de qui je parle. Mais dans 28 jours plus tard, c'est aussi le cas justement, et je vais y venir. Mais d'un point de vue paradigme du zombie, enfin voilà, le remake par Zack Snyder de Dawn of the Dead justement, Rec, tout ça, enfin ça va, tout est parti du succès de 28 jours plus tard en tout cas. C'était peut-être pas le premier, j'ai pas en tête le truc, mais en tout cas c'est à partir de ce film-là que tout le monde s'est mis à faire des zombies qui courent. Donc voilà, donc premier point intéressant. Et puis c'est juste avant Walking Dead en plus. Et c'est avant Walking Dead. Enfin, j'entends la bande dessinée. Et voilà, et donc du coup l'histoire elle est toute con. C'est un type qui se réveille dans un hôpital et qui découvre que Londres est littéralement abandonné. Et d'ailleurs à ce titre là, toute la scène, donc l'homme en question c'est Cillian Murphy en plus, et je crois que c'est son premier grand rôle, ou en tout cas son premier rôle marquant. Cillian Murphy, un acteur que j'aime énormément. Juste rafraîchir ma mémoire, il avait joué dans Sunshine, mais c'était Sunshine, ça vient après. Ah oui, c'est bien après Sunshine. Ouais. Sunshine c'est 2007. Ouais. Et il a joué après dans Inception. Voilà, Dark Knight. Non, pas Dark Knight, dans Dark Knight, il fait un caméo. Dans Begins. Batman Begins. Voilà. Donc Cillian Murphy, donc la scène où il se réveille de l'hôpital et il finit sauvé par un groupe de survivants au son de la chanson East Hastings par le groupe Godspeed You Black Emperor, sur un album qui est absolument génial, que je vous recommande. La chanson est fabuleuse, et donc il se réveille dans ce Londres, et c'est une scène que je trouve absolument parfaite. C'est-à-dire elle est vraiment chouette. Ouais. Le sentiment d'abandon est vraiment ouf, parce que tu vois vraiment alors pour l'anecdote, ça a été tourné à Londres, je sais plus, genre aux toutes premières heures de la matinée, pendant 1 heure chaque matin. Enfin tu vois, ils arrivaient à trouver des créneaux pour à Londres complètement vide, mais la sensation que t'as, et puis c'est lancinant, puis ça monte petit à petit, et la musique, enfin voilà, la musique de Godspeed You Black Emperor qui accompagne ça à la perfection derrière. Enfin la scène, elle est vraiment, elle te prend au trip, et elle m'a remué, et à chaque fois que je la vois, je la trouve toujours d'une puissance phénoménale. Et je crois que à partir de cette scène-là, tu peux faire ce que tu veux. Le film, tu me l'as vendu, parce que tu sais, t'as des films comme ça où tu fais une scène vraiment qui est tellement géniale dans tout ce qu'elle propose, dans tout ce qu'elle t'apporte, que derrière, même si c'est un peu moins réussi, tu restes dedans, quoi. Et là littéralement c'est ce qui se produit avec ce film là, je trouve. Cette scène est d'une puissance vraiment phénoménale, et ça donne vraiment, enfin t'as un côté, l'épouvante en soi ne naît plus de l'horreur pure, mais vraiment de ce côté, mais putain, c'est de se lever et d'être tout seul au monde, quoi. Vraiment, rarement un film a saisi ce côté je suis seul au monde, quoi. Il y a un truc que j'adore avec ce film, c'est son grain. Oui. Et qui est produit à cause de la DV. En fait. C'est la première fois qu'on... Enfin, c'est pas la première fois, mais en tout cas, c'est... Vraiment, il a essayé de donner une espèce de vision un peu docu. Oui, docu très cru, en fait. Ouais. C'est très cru. C'est très cracra. C'est très cracra, et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'utilisation du DV, ce format qui est aujourd'hui complètement disparu, le DV, c'était les cassettes numériques en SD. Et je peux te dire qu'on en a vu, nous, à cause de France 5 et tout. Oui, voilà. Donc, c'était vraiment le matos de l'époque, quoi. C'était le matos de l'époque, c'était le matos semi-pro, en fait. C'était ça, c'était le moment où, aujourd'hui, globalement, tu peux, si t'as un peu de talent et que tu sais utiliser ton truc, t'as moyen d'avoir accès à des moyens de filmer qui sont presque de qualité professionnelle, vraiment pour pas cher. À l'époque, le DV c'était le premier truc qui te permettait de tourner de façon souple, de façon pas trop onéreuse. Donc c'était vraiment le côté semi-pro. Moi à l'époque, justement, je commençais, je travaillais dans le film institutionnel, et c'est avec le DV-Cam, c'était les deux formats qui se battaient qui se tiraient la bourre, quoi. Toi, t'as monté à l'époque où il n'y avait pas encore de numérique. J'ai commencé, en fait, quand j'ai direct en numérique, toi. J'ai commencé, mais il y avait déjà du numérique, mais c'était le début, puis c'était moitié quoi. Ouais. Donc j'avais un peu de bande, un peu de numérique, et puis c'était un bon bordel. Enfin bref. Et donc voilà, donc du coup l'utilisation du DV, ça donne vraiment un côté cracra et un côté très cru, et il l'a utilisé vraiment pour ça, et tout le film en fait est centré autour de cette idée, vraiment donner la restitution la plus directe, la plus
plus frontale possible, impactante. La plus impactante possible de cette situation, quoi. Ouais, vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup. Et comme tu l'as dit, c'est une pierre angulaire du film de zombies. Tout à fait. En plus, pour moi, ça marque un peu quand même les Danny Boyle, les vrais bons Danny Boyle. Enfin, je veux dire, il y a clairement autre chose que simple film de zombies, parce qu'il y a vraiment, il y a une, vraiment, il y a un regard sur la solitude. Il y a une métaphore politique. Enfin, moi, beaucoup de gens ont reproché au film sa fin, alors que moi, je la trouve extraordinaire, parce que, comme on l'a dit, comme chez Romero, finalement, on se rend compte que les infectés, c'est une menace primaire, mais que finalement derrière, en fait, le vrai danger, c'est l'être humain qui là prend la forme de militaires qui finalement décident de réorganiser de leur propre chef une nouvelle société civile à leur échelle, et on comprend que globalement à leur échelle c'est à l'échelle de la Grande-Bretagne, et du coup t'as vraiment toute cette critique là de l'être humain, de le vrai danger il est là, et que et ça fonctionne de nouveau très bien. Et aussi toute la magie de Danny Boyle, c'est que autant il y a des moments où c'est vraiment, comme on l'a dit, très cru, très, très franc, très rentre dedans, et autant le type il sait vraiment, il a vraiment une vision de la mise en scène qui est fabuleuse, parce que il y a des trucs hyper importants qui passent en un plan. Moi, il y a un truc qui m'a toujours épaté dans ce film là, c'est le moment où Cillian Murphy, il est tout seul dans la campagne, un peu désespéré, il se couche sur le dos, il regarde le ciel, et là en fait qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Un avion de ligne, un plan en plus pas très très long, tu vois un avion de ligne, et en fait c'est le facteur déclencheur pour lui, parce qu'en fait le fait qu'il y ait un avion de ligne, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a que l'Angleterre qui est touchée. Oui. C'est aussi con que ça, et que du coup en fait il y a de l'espoir, et que la folie dans laquelle commencent à s'enfermer les gens, les Anglais et les militaires en particulier, n'a strictement aucun sens, et que il est temps d'y mettre fin. Et ça, c'est un truc que tu peux passer à côté vachement facilement quand tu vois le film, parce que justement, t'as aussi parfois des gens qui regardent des films de zombies parce que juste c'est des films de zombies, alors qu'en fait il y a vraiment une construction cinématographique vraiment en fil rouge tout le long du film, extrêmement bien faite, quoi. Où est-ce qu'on le met? Personnellement, moi je mets ça au-dessus de The Devil Rejects. C'est marrant, c'est exactement ce que je pensais 28 jours plus tard, place 28ème. Écoute, parfait. Tu le mets au-dessus ou au-dessous de The Chaser? Moi je pense que ça m'a beaucoup plus marqué que The Chaser. Moi aussi. Ça m'a marqué, mais à reculons, c'est-à-dire il a fallu du temps en fait. C'est un film qui a fallu qu'il mûrisse un petit peu quand même. C'était pas viscéral comme expérience. Oui, mais c'est très étrange, parce que justement, comme t'as le côté très cracra, et t'as un peu l'impression que le film littéralement est super énervé, et t'as l'impression qu'il t'en veut, le film, parfois, tu sais. T'as un côté très, très agressif malgré tout, et c'est vrai qu'il y a plein de strates en fait derrière ça. Non, c'est un film assez riche et qui mérite qu'on s'y attarde, quoi. Ouais. Deuxième de sa liste est Doomsday. Dont on a parlé. Dont on a déjà parlé. Que tu n'as pas aimé. Non, pas trop. Donc on passe au troisième de sa liste, qui est V for Vendetta. Oh bah oui, V for Vendetta, donc l'adaptation du comic book d'Alan Moore. D'Alan Moore. D'Alan Moore et de David Lloyd. Oui, voilà, avec comment elle s'appelle, Nathalie Portman, Hugo Weaving, sous un masque, donc en fait tu le reconnais à la voix. Ouais. Comme dans tous les films produits par les frères Wachowski, et je dis frères parce qu'à l'époque ils étaient frères. Tout à fait. Donc l'histoire, c'est dans une Angleterre comment dire, légèrement pas post-apocalyptique, fascisante, quoi. C'est imaginez comme si ce qui est en train de se passer là. Voilà, imaginez comme si Boris Johnson avait conduit l'Angleterre dans les mains de Theresa May. Voilà, c'est un peu l'Angleterre qu'on nous décrit dans V pour Vendetta. Et donc voilà, et dans cette Angleterre peu reluisante, il y a un personnage donc portant le masque de alors je me rappelle plus le nom du le masque qui est aujourd'hui repris par tous les Anonymous d'ailleurs. Qui est repris, ouais, qui est bien repris par tous les Anonymous. C'était une figure en fait de
de la résistance anglaise par le passé. Du coup, enfin voilà, je me rappelle plus le nom du personnage, ça me sort complètement de la tête là. C'est putain, j'ai plus le mot. Ouais, voilà, j'ai un trou. Enfin, du coup, t'as une référence historique parce que, enfin, t'as tout un jeu entre ce que fait ce personnage-là dans cette Angleterre pseudo-futuriste, parce qu'en fait, c'est très proche de nous, mais t'as 2-3 éléments qui te font croire que c'est dans le futur, et la véritable histoire de l'Angleterre. Avec notamment l'incendie du Parlement qui est au cœur du scénario. Donc du coup voilà, il y a ce personnage là qui est en résistance contre l'État fascisant tout puissant qui évoque aussi évidemment 1984. Enfin voilà, tous les grands classiques finalement sont convoqués, et au milieu de tout ça t'as Nathalie Portman qui se retrouve littéralement prise entre deux feux parce qu'elle est suspectée d'être la complice de V par la police, et V à un moment donné qui l'utilise. Voilà, V finit par l'utiliser à sa manière pour arriver à ses fins. Et donc voilà, tu suis le point de vue de ce personnage, et à la rigueur c'est un point de focalisation qui je trouve plus ou moins, enfin plutôt réussi dans le sens où ça te permet de rentrer dans l'univers tout en gardant ce que tu es toi, c'est-à-dire de son interrogation, mais finalement parce que V il a des méthodes un peu particulières, tu le cernes pas très bien au début, etc. C'est un Batman cynique. C'est un Batman cynique, et puis même l'autre truc qui est aussi, c'est que le flic qui le pourchasse en fait, c'est pas un SS en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait son taf. C'est un mec qui fait son taf et qui est fonctionnaire dans un état fascisant, mais lui en lui-même, tu sais pas trop où est-ce qu'il se situe, et justement t'as cette ambiguïté et le fait de focaliser sur le personnage de Nathalie Portman qui se demande finalement où elle doit trouver sa place entre ces deux pôles. C'est peut-être la plus grande réussite du film à mon sens, parce que voilà, ça permet d'avoir un truc où il y a un peu de subtilité malgré tout dans l'histoire, même si évidemment on restitue pas la teneur, la quintessence de ce qu'avait écrit Alan Moore. Alors, ce qu'avait écrit Alan Moore aussi, c'était une réaction à son époque en fait. Et j'adore Alan Moore, enfin en particulier ces périodes-là. C'était une réponse au thatcherisme en fait, V for Vendetta. Oui, tout à fait, ouais. Tel qu'il a écrit, et les frères Wachowski ont fait une adaptation quand même assez moderne en fait. Alors après, cinématographiquement, ils ont rajouté du kung-fu et des petits tchik-tchouk à l'épée qui sont assez ridicules parce que je déteste en fait visuellement, les combats sont. Oui, c'est ça, mais il y a un côté très bâtard justement, ouais, parce que à un moment donné tu sais pas pourquoi t'as la scène d'action obligée, alors qu'avant tu t'es tapé 20 minutes littéralement de manipulation psychologique du personnage principal, et enfin vraiment il change de registre, mais ça fonctionne pas. Enfin il y a un truc très très bâtard, ouais. Du coup, autant la BD est ancrée dans une espèce de monde contemporain de l'époque, là on bascule dans un futur proche, et je trouve qu'il y a vraiment un ton très très différent à la BD. Il faut savoir un truc, c'est qu'Alan Moore rejette complètement toutes ses adaptations, toutes, et sans exception. Il refuse d'être mentionné au générique, et souvent il demande à ne pas être payé carrément, parce que Alan Moore il est fou. Enfin, peut-être qu'il est très riche, mais en tout cas, il est fou. En tout cas, il a une vision, comment dire, tout à fait pure de son travail et de sa mission en tant qu'artiste. Voilà, il n'est pas, en tout cas, on peut pas le reprocher d'être motivé par la gloire ou l'argent, quoi. Il est vraiment. Il ne transige pas. Voilà. Sous aucune forme de manière, à tel point que il s'est fâché avec la plupart des co-auteurs de ces bandes dessinées. Je crois que David Lloyd il lui parle encore, mais par exemple Dave Gibbons, je crois qu'il lui parle plus, et un peu tous, parce que les autres créateurs, parce que eux ils acceptent l'argent évidemment, et d'ailleurs ils ont pas la richesse de Alan Moore évidemment qu'ils l'acceptent, mais parfois il y a forcément un moment dans le process où Alan Moore va pas être prévenu, où il a pas reçu son coup de téléphone juste un coup de téléphone amical, c'est ce qu'il dit en tout cas, de X ou Y, et du coup il dit c'est la fin d'une belle amitié, et il ne revient jamais dessus, quoi, parce que c'est pour ça que toi tu n'oublies jamais de me passer des coups de fil, Daniel, tu vois. Jamais. non, il est intransigeant, quoi. Et puis il a raison, parce que le film n'est pas égal à son œuvre, et
Et que quand il écrit en pensant si large, en fait. C'est-à-dire que chaque personnage a son contexte. Il imagine, ça se voit pas forcément sur le papier, mais il imagine exactement la vie du mec qu'il est en train d'écrire de A à Z, en fait. Ouais. Quand il livre un script à ses auteurs, il livre un script de X pages avec genre 30 pages pour raconter la vie d'un personnage du point A à un point B, quoi. C'est un mec complètement radical, en fait. C'est ça que le truc avec Alan Moore. Et évidemment, en plus, c'est même pas les Wachowski qui réalisent. Mais non, ils sont producteurs, ils ont fait le scénario, c'est ça, ils ont fait le script. Et c'est James McTeague qui réalise. James McTeague qui, je crois, a réalisé des épisodes de Sense8, je crois, quelque chose. Je sais pas ce qu'il a. Il a fait un truc de ninja, là. Comment il s'appelle le truc de ninja, James McTeague Ninja Assassin. Ah oui, Ninja Assassin. Ah oui, Ninja... c'est lui. D'accord. Alors Ninja Assassin, qui est un film donc aussi produit par les frères Wachowski. Oui, d'accord. Je savais pas que c'était lui, tu vois. Et alors le truc rigolo, c'est que le scénario, il y a eu un scénario original. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont liés d'ailleurs d'amitié avec Straczynski, donc le co-auteur de Sense8, ouais. De Sense8, puisque il fallait complètement réécrire Ninja Assassin. Et ils l'appellent et ils disent, écoute, il nous faut refaire le script entier dans 3 jours. Et là, il fait OK. Et il se met. Non, je sais pas, ils lui ont dit peut-être 10 jours. Et lui, il dit OK. Et il habite 3 jours pour le faire. Il dit genre vendredi soir, il s'est mis du café, clac, clac, clac. Et en 3 jours, il t'a refait complètement le script de Ninja Assassin. J'ai envie de te dire, ça se voit que c'est un script écrit en 3 jours. mais voilà, t'as une base et il faut faire avec ce que t'as, quoi. Ouais, donc je pense que c'est aussi le moment où les Wachowski se sont créés un peu une galaxie. Une galaxie, ouais. Une galaxie de collaborateurs, quoi. Ouais, Hugo Weaving qui revient. Il y a vraiment je pense que vraiment le Wachowskiverse. Le Wachowski, oui. Nathalie Portman. Comment dire? Tu as un problème avec Nathalie Portman. J'ai un souci avec Nathalie Portman, elle sait pas jouer, quoi. C'est terrifiant, quoi. Bah écoute, moi je serais pas aussi sévère que toi. Et celui-là, elle se dit, je joue bien parce qu'elle se rase la tête. Ouais, mais je serais pas aussi sévère que toi. Je la trouve pas extraordinaire, mais je la trouve correcte sans plus, quoi. Non, moi j'ai vraiment du mal, mais c'est pas son pire film. Évidemment, je pense qu'elle était à l'époque, elle était en train de faire Star Wars. Donc, tu vois... Oui, déjà forcément, voilà, ça ne peut pas être son pire film. C'est vrai qu'on n'a pas fait Attack of the Clones encore dans notre... Non, on n'a pas encore fait, non. Peut-être, je vais vérifier si on a une liste avec ça. Et j'ai retrouvé, du coup, c'est Guy Fawkes, Guy Fawkes, évidemment. Le conspirateur, qui avait fait... Voilà, qui a fait, pour le masque, qui a fait sauter le Parlement... Je sais plus, c'était Elisabeth Ier ou dans ces eaux-là, enfin bref. Du coup, c'était ça, donc les références historiques dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et donc voilà, du coup, moi, au final, V pour Vendetta, comme j'ai dit, c'est un film qui est assez bâtard, parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment très réussis, et voilà, on greffe des machins, voilà, du kung-fu, puis même d'un point de vue, purement narratif, c'est-à-dire que tu te perds un peu sur toute la première partie du film, en fait. Tu sais pas trop où ça va, puis il y a des trucs tu comprends pas trop l'utilité par la suite. Enfin voilà, et c'est pas la pire adaptation de Alan Moore, en plus. Non, c'est pas la pire adaptation d'Alan Moore, mais tu sens qu'il y a un potentiel, parce que moi, toute la partie justement où finalement Nathalie Portman se fait rééduquer par le personnage de V, et que tu finis par apprendre après la réalité de ce qui s'est passé. Enfin, je trouve cette partie vraiment vachement réussie. Et mais voilà, tout ce qui y conduit, en fait, c'est un peu en dents de scie. Voilà, à mon sens, il y a plein de scènes qu'il faudrait retirer à droite à gauche pour un peu épurer le truc, quoi. C'est un film, genre, je pense qu'ils imaginaient un truc et puis ils ont vu le film qu'ils ont eu et puis ils ont fait, bon bah, ça passe. Mais je crois que voilà. Oui, c'est ça, ça passe. En fait, ça passe pas tant que ça, en fait. Tu peux prendre sous tous les angles qu'il essaye de développer. Finalement, il est jamais excellent dans aucun, quoi, tu vois. C'est en tant que film d'anticipation, c'est pas. Enfin, il y a finalement au final, il y a pas grand chose qu'on ait déjà vu ou mieux vu ailleurs. En tant que film d'action, bon, on l'a dit, voilà. En tant que drame, bon, ça fonctionne qu'à moitié. Enfin, du coup, voilà, tu sais pas trop sur quel pied danser, quoi. Où est-ce qu'on le met? Tu vois, je préfère Vengeance, quoi. Je peux comprendre. Je regarde Vengeance. Ouais, je préfère Vengeance. Je préfère Saw, ouais, bah écoute, sous Vengeance, ouais. Sous Vengeance, d'accord. Ouais. Au-dessus des 11 commandements. Au-dessus des 11 commandements, c'est ça.
Faut pas me faire réfléchir trop longtemps parce que moi, sinon je vais le mettre au-dessous. Non, mais c'est un film, paradoxalement, enfin, je conseillerais aux gens qui n'ont pas vu de le voir, mais... Ouais. Mais plutôt voilà. lire la BD. Oui, évidemment, ouais, pour le coup, là, la BD est vraiment, vraiment mieux. Mais le film, il est pas acheté, mais voilà, c'est un peu... C'est bancal, quoi, c'est vraiment... C'est vrai. Bah écoute, on va remercier Cinédiff. Merci Cinédiff pour ta liste, tout à fait. Allez, je te sens chaud encore pour une petite liste. Ah mais comment ça, une petite liste, Daniel? Tu m'as dit tu veux des films d'horreur, je vais t'en donner. Ah. C'est une liste qui nous est envoyée par Robin. Merci Robin. Et c'est une liste qui s'appelle Clovis Cornillac Exploitation. Très très bon. Tu l'auras voulu. Et le premier film de cette liste c'est Mensonge, Trahison et plus si affinité. Mensonge, trahison et plus si affinité. Alors, je ne crois pas l'avoir vu. Tu l'as pas vu? Alors, attends, je peux pas te dire le réalisateur de tête. C'est Laurent Tirard, en fait. Non, je crois pas que je l'ai vu. Tu vois qui est Laurent Tirard? C'est celui qui va ensuite réaliser Le Petit Nicolas, Nicolas d'accord. 2. Oui. C'est lui qui a fait Molière Begins. J'adore dire Molière Begins. Avec, mais c'est vraiment ça avec... Ah mince... Romain Duris. Romain Duris, ouais, tout à fait. Et qui est un peu pour moi le... Enfin, je veux dire, c'est le Shakespeare in Love français, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, effectivement. Et... bon, c'est celui qui va finir par faire Astérix le 4, là, celui Oui, c'est celui qui fait au service de Sa Majesté. Ouais, Sa Majesté, c'est ça, oui. D'accord, oui. Voilà. Je remets le personnage. Donc oui, une filmo quand même solide en termes de box-office français, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est un auteur, c'est un sniper quelque part. Hein. Il sait. Non, mais je crois qu'il sait où taper. Sauf l'année dernière, puisqu'il a réalisé Un homme à la hauteur, qui est un remake avec Jean Dujardin. Jean Dujardin en nain, c'est ça? Jean Dujardin nain face à Virginie Efira. Virginie Efira, oui. Et voilà. Jean Dujardin nain où la moitié des scènes t'as l'impression de voir Jean Dujardin à genoux dont les jambes ont été gommées numériquement, c'est ça? Exactement. Ou alors tu sais, c'est avec des effets de caméra et tout ça, c'est parce que c'est bien connu, il n'y a pas un seul comédien nain sur toute la place de Paris. Ça n'existe pas. Ouais, mais aussi cache-tenables que Jean Dujardin, et c'est vraiment un truc un peu problématique, hein. Parce que tu vois que Jean Dujardin. Vivement qu'on ait des listes des années 2010 pour qu'on puisse parler de ce beau cinéma. De ce cinéma qu'on aime. Comme je me souvenais plus exactement du pitch, tu l'as vu au fait ou pas? Non, je crois pas que j'ai vu. Ah merde, ça va être à moi là. Vraiment, ça me dit rien, quoi. Raphaël est un écrivain privé. Alors, Raphaël est joué par Édouard Baird. Est un écrivain privé, un nègre. Il écrit des autobiographies de célébrités du spectacle et regrette de n'avoir pas publié un roman à son nom. Malgré le soutien de sa petite amie Muriel, qui est jouée par Marie-Josée Croze. Ouais, il ne parvient pas à se motiver pour l'autobiographie de Kevin, un grand footballeur. Il découvre que la fiancée du champion est Claire, son premier émoi d'étudiant dont il est toujours amoureux. Putain, ça fait tellement film français. Alors, oui, mais c'est un EuropaCorp. Mais figure-toi que ce film a quelque chose de assez mignon, en fait. D'accord. Parce que Édouard Baird joue très bien le mec en pleine déroute artistique, en fait. Puisque tu peux y voir un peu la métaphore de sa vie à l'époque, peut-être. Oui, puis c'est enfin le mec en roue libre un peu à la marge, Édouard Baird il se pose là aussi, son personnage. Oui, et en plus le mec qui fait des trucs de genre en pas en douce, mais tu vois, genre les projets secrets, tu t'imagines qu'il a dû faire ça, en fait. Et il y a quelque chose qui fonctionne avec presque, je qualifierais pas ça d'apato à la française, hein, j'irai pas jusque là, mais il y a quelque chose qui fonctionne, ce qui me fait penser aussi que dans toutes ces rom-coms là, les rom-coms dans ce sens où l'homme est central par rapport à la femme, ben ça les Français ils savent mieux faire. Dès que c'est une nana, ils ont une tendance à louper facilement, et enfin évidemment, c'est aussi par le fait que les scénaristes sont souvent des mecs. Marie-Josée Croze est extraordinairement belle. Je crois qu'elle est normal, c'est Marie-Josée Croze. Ouais, mais elle est au zénith. Genre, j'étais complètement in love d'elle. Et quand tu vois le film, tu
tu ne peux qu'être amoureux. Et en plus, ce qui est paradoxal, puisque c'est c'est la copine de Edward Baird, et il va avoir un clash, puisque Edward Baird va retourner avec avec son ancienne, ouais, c'est ça. Enfin, il va être charmé par son ancienne, qui est jouée par Alice Taglioni. Il faut aussi t'imaginer que ça, c'est le cinéma français où Alice Taglioni, c'est la belle, et que Marie-Josée Croze, j'y arriverai pas. Marie-Josée Croze, c'est la moche. Que Marie-Josée Croze, c'est la moche, quoi. C'est, oui, c'est comme ça qu'on te vend voilà une belle échelle de valeur. Bravo, les gars, quoi. Écoute, j'ai que des souvenirs rigolards de Clovis Cornillac qui joue le rôle du footballeur, quoi. Eh bien, écoute. non, mais il est touché. Tu sais, en plus, Clovis Cornillac, il a la réputation d'être un joueur assez physique. Enfin, d'être un joueur. Oui, un acteur assez physique. Quand il a fait son truc de la grande boucle, il s'est préparé, il a fait du vélo, il a fait le truc où il faisait du combat là, de Julien Seri. Oui, Scorpion. Ouais. Bah, il s'est vraiment préparé, et donc il est assez physique, et donc en footballeur, bon, après, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas Blaise Matuidi, quoi. Clovis Cornillac. Ah merde, ça te parle pas, t'es pas du tout. Ouais, foot. ça me parle pas trop, ouais. Blaise Matuidi, alors. Par rapport à LeBron James, en fait, ça donne quoi, Blaise Matuidi? Bah voilà, Blaise Matuidi, il ressemble plus à LeBron James que Clovis Cornillac. Voilà, rappelle-moi que quand je fais une blague, une référence, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû rire, hein. Les gens qui connaissent. Oui, mais voilà, tu fais une blague sur le foot, non, je ne comprends pas. Voilà, et c'est aussi une période où Clovis Cornillac ne jouait pas tout. C'était pas le mec à peu près de ce créneau d'âge, c'est-à-dire. Tu vois, parce qu'il y a une époque, il a tout joué, Clovis Cornillac. C'est-à-dire que quand t'avais besoin d'un mec, c'était Clovis Cornillac. Même quand t'avais besoin d'une nana, c'était Clovis Cornillac. C'était, ouais, il jouait tout, et il jouait n'importe quoi. Enfin, il a fait. Oui, il a pris tout ce qui passait. Il a fait Les Chevaliers du Ciel, de Gérard Pires en plus. Il a fait Brise de Nice. Il a fait Les Brigades du Tigre. Il en a fait énormément. Il était inarrêtable, quoi. Et ça lui a un peu desservi. Il a joué à Astérix. Point. Oui, c'est vrai. Bah oui. Il a joué dans le pire des Astérix. Ouais. Voilà. Exact. Ouais, c'est ça. Donc une filmo compliquée, mais en même temps il était productif. Et c'est ça le pire, c'est que ce mec-là en fait était assez exigeant, puisqu'avant, tu sais, il a joué dans le, comment il s'appelle, le rôle dans des premiers films de Bourdieu, quoi, de Bourdieu fils, Emmanuel Bourdieu. Ouais. Il jouait le rôle d'infirmier, et il était vraiment super crédible, quoi, dans ce rôle-là, parce qu'avant il était pas connu, il jouait que des petits rôles il était pas encore T'es pas encore Clovis Cornillac, en fait. Je sais pas quel est vraiment le film qui l'a fait basculer dans le Clovis Cornillac. Je me demande, je me demande si c'est pas celui-là ou Brise de Nice, d'ailleurs. Bah peut-être, ouais, Brise de Nice, ça sans doute. Peut-être Chevalier du Ciel, vraiment, tu te disais, ah oh là, ça va peut-être un peu loin là. Je sais pas. Là, j'ai pas en tête sa filmo. Voilà. Alors oui, je pense qu'il y a que Clovis Cornillac qui se souvient de tout ce qu'il a fait, quoi. Eh bien, écoute, Daniel, où est-ce que tu vas classer ce film? Ce film délectable. Non, vraiment, il est intéressant. J'ai que des bons souvenirs dessus. Peut-être que si je le revois, je serais outré par. Ah oui, mais ça. Mais tu vois, à délectabilité, je le vois au-dessus de Zack Emiri déjà. Bah, de toute façon, tu es le seul maître à bord là. Tu as le bâton de la vérité absolue. Ah, alors écoute, c'est simple. Je vois 50 Days of Summer et je trouve ça plus délectable que 50 Days of Summer. Bah écoute. C'est pas 50, hein, c'est 500, mais bon. Ouais, oui, pardon. Mais pour moi, c'était 50 minutes de trop déjà. Fais gaffe, la prochaine fois que tu reçois un chèque quand t'es payé, vérifie le nombre de zéros. Hein, ça peut avoir une différence quand même. Putain, je comprends pourquoi j'ai du mal en ce moment. C'est ça. Écoute, je le mets sous la saveur de la pastèque. Eh bien, ok. Je pense que c'est ainsi. Je pense que pour l'instant, Clovis Cornillac est le plus gros différentiel en termes d'acting, puisqu'il est dans les toutes. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé nos 5 derniers d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est une erreur professionnelle même. Je pense que nous devons expier nos fautes. Mensonge, trahison et plus si affinité. Je pense que c'est le Laurent Tirard le plus haut qu'on aura là. Ah bah écoute, oui je pense, ouais, vu le reste de sa filmo, ouais, il y a des chances. Oui, puisque Astérix aux Jeux Olympiques, mais attends, c'est lui qui l'a réalisé, Astérix aux Jeux Olympiques? Non, lui c'était le scénariste, non? Aux Jeux Olympiques, c'est pas lui, c'est Thomas Langman. C'est Thomas Langman. Le Tirard, c'est celui chez la reine d'Angleterre, au service de sa majesté. Ah d'accord, ok, c'est bon, je commence à aller... Ouf. Attends, je veux juste vérifier parce que... Non, c'est pas... Oui, il a rien à voir. Oui, lui, il a fait l'Angleterre, voilà. Bon, bah, c'est fait pour celui-là. On va voir si t'as vu le suivant, qui est
Un long dimanche de fiançailles. Un long dimanche de fiançailles, donc de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou. Et j'ai envie de dire que c'est le film d'après. C'est le film d'après, littéralement, oui, c'est le film d'après Amélie Poulain. Dont j'avais dit beaucoup de bien, Amélie Poulain, alors que honnêtement, il y avait tout ce qu'il y avait dedans pour que je puisse détester, mais je ne peux qu'aimer Amélie Poulain. Là, par contre, un long dimanche de fiançailles, c'est une autre mayonnaise. Donc toujours Audrey Tautou. L'idée, c'est une jeune femme en fait dont le fiancé est déclaré mort, je crois, ou porté disparu, mais je crois qu'il est même déclaré mort lors de la Première Guerre mondiale et qui en gros n'y croit pas et qui va faire son Citizen Kane sur fond de filtre orange moche. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des putains de filtres horribles. Putain de filtre orange jaune moche pour retrouver la trace de son fiancé joué par Gaspard Ulliel. C'est le premier gros rôle, je dirais. Ouais, c'est ça. Alors qu'il joue très très peu en fait dans le film. Il joue, tu le vois très très peu, tu le vois que dans certains flashbacks et en fait c'est horrible, mais il joue comme Jeunet lui demande, c'est-à-dire que fais un sourire Béa et je vais filmer en grand angle pour que ton nez prenne les 3/4 de l'écran. Il le filme comme ce qu'il pense que les gens attendent de lui. Oui, c'est ça exactement. Après Délicatessen, non, surtout après La Cité des Enfants Perdus. Non, je pensais à l'autre, Le Fabuleux Destin. Oui, c'est vraiment ça. Enfin, il lui rend pas justice. Enfin, vraiment, Gaspard Ulliel, il a pas l'air de jouer. Il a l'air d'être complètement lobotomisé au sens premier du terme. Même parce qu'en fait, il y a un twist, hein, évidemment. Mais même quand il est censé avoir tous ses moyens. Il a l'air d'un abruti complet et je pense que c'est ce que lui a demandé Jean-Pierre Jeunet, quoi. Et oui, et puis aussi juste d'un point de vue physique, il prend Gaspard Ulliel de l'époque, il n'y a rien à voir avec le Gaspard Ulliel de oui, plus tard, c'est ça, c'est plus le même acteur. Mais surtout, il n'a pas le même charisme magnétisme que peut avoir Kassovitz. Oui, il a qui était la même chose, c'est-à-dire le mec absent du film. Le mec absent et qui pourtant occupe tout l'espace, l'espace en tout cas mental du personnage principal, quoi. Et oui, en fait, c'est le même film, c'est une fille qui est à la recherche d'un mec. C'est une fille qui est à la recherche d'un mec, sauf que c'est sur fond de tranchée, et voilà. Et mais tu vois que je te dis, j'ai un PB. Je voulais dire, j'ai un problème. Faut pas économiser, t'as pas que 140 sur le caractère. J'ai vu Wonder Woman il y a pas longtemps. Et je sais ce que c'est qu'une version, une version light de la guerre. Quoi. Ah, une version édulcorée de la Première Guerre mondiale. Une version happy fun, tu vois. Et celui-là, tu n'es pas transporté dans la guerre. Tu es... Ah non. Non, c'est quand même c'est une très très mauvaise reconstitution, quoi. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que on l'a dit, il y a ces filtres orange moche, il y a cette utilisation assez grotesque du gros plan chez Jeunet. Enfin, moi, je déteste. Mais c'est même plus que du gros plan, c'est du grand angle, quoi. Oui, c'est du gros plan, grand angle. Enfin, vraiment, alors que pour le coup. On va louer peut-être un jour les louanges de John Ito, qui est un homme qui utilise aussi le grand angle, et John Carpenter. Enfin, John Carpenter, c'est peut-être le plus grand utilisateur au sens talent du grand angle du cinéma populaire. Et Jean-Pierre Jeunet, ce qu'il en fait, je trouve ça abominable. C'est à chaque fois, ça me dérange, ça me fout mal à l'aise. Alors autant dans certains films, à certains moments, ça peut passer. Autant là c'est mal à l'aise, pas au sens c'est vraiment mal à l'aise au sens physique, c'est à dire que le plan m'énerve, quoi. Il y a un truc, c'est viscéral, je déteste sa façon d'utiliser le grand angle et les gros plans, et surtout quand il fait les deux en même temps. C'est un truc, je trouve ça d'une laideur sans fond, et tu ne vois plus que ça, et ça dessert complètement le film derrière. Effectivement, on l'a dit, c'est une vision de la Première Guerre mondiale qui est esthétisante, avec ses particules, ses ralentis aussi parfois, ces espèces de plans super compliqués, super chiadés, qui restituent rien du tout. Enfin, c'est la version Call of Duty, quoi. C'est vraiment, il filme ça comme Call of Duty filmerait la Première Guerre mondiale, quoi. Bon, on n'a pas aimé ce film, on va pas s'attarder non plus. Ouais, vraiment, il y a un petit truc à sauver, c'est la musique. Angelo Badalamenti. Ah, bah oui, donc le compositeur de Twin Peaks. Voilà. Quand même, c'est un type qui... ouais, lui, il sait comment faire monter la pression, quoi. Donc oui, ouais, ça effectivement. Mais ouais, je le regarderai pas à nouveau. Ou peut-être par curiosité pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment le stigmate du... On m'attend au tournant, alors je vais faire un peu la même chose. Je vais faire la même chose, puis surtout, cette fois-ci, je suis devenu un artiste, donc il faut que je fasse un sujet
grave et important. C'est ça aussi. T'as ce côté, je vous resserre le même plat, mais cette fois-ci, attention, c'est plus léger, c'est du vrai cinéma parce que c'est grave. Enfin, arrête ton char, tout de suite, c'est pas la peine. C'est vraiment, ça fonctionne pas, c'est insupportable et ça dure des plombes. Je sais plus combien de temps il dure ce film, mais moi ça m'a semblé interminable. Ça dure au moins 2 heures. Hein. C'est au moins 2 heures, 2 heures et quart, enfin c'est. Et c'est horrible. Et Audrey Tautou qui elle nous ressort le même numéro de l'ingénu. De la fausse ingénue, parce que là elle est un peu brisée quand même, mais son côté, elle a l'air de sortir du chou-fleur, la scène précédente, insupportable, t'as envie de la baffer tout le long, quoi. Et ça a quand même beaucoup moins marché que. Ça a quand même super marché, hein. Ça fait. Oui, ça fait plus de 4 millions, mais voilà. C'était un blockbuster français. Et puis effectivement, il sortait d'Amélie Poulain, qui était vraiment pour le coup un phénomène de société, parce que ça dépassait même le cadre du cinéma. Donc forcément, les gens étaient au minimum curieux de ce qui se passait après, quoi. Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met ? Moi, je le mets assez bas. Hein. Oui, moi je le mets bas, ce truc. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est sûr que ça va sous Baise-moi, quoi. Ah oui, bien sûr, ça va sous Baise-moi. Ça va même sous Hulk. Quand même, je le mettrais au-dessus de Sweeney Todd. Mais sous Village. Ouais, exactement. Il est même sous les choristes, quoi. C'est dire la punition. C'est dire le... Alors que les choristes, dans la catégorie histoire vue à travers le filtre de la naphtaline, ça se pose là aussi, quoi. Mais c'est pour ça, en fait, j'allais presque les mettre à côté. Il y a quand même presque une filiation dans la réécriture historique, quand même. Le roman national. Pas la réécriture, mais genre, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre comme passé, quoi. Et le dernier film de cette liste, rassure-toi, elle est bientôt finie, c'est Eden Log. Oh, putain. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Eh ben écoute, tu es seul maître à bord puisque je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Donc, Eden Log, donc on va faire les choses dans l'ordre. C'est l'histoire une histoire de comment ça s'appelle ? C'est un film de science-fiction à la française, avec mais d'accord, tu le vends. T'as cassé le film en 2 phrases. C'est vrai que putain, dit comme ça fait pas rêver. Hein. Ouais, mais en plus, c'est une espèce de... Et en plus, tu sais qu'il y a Clovis Cornillac. Non, mais en fait, je veux dire, le souci, c'est que c'est un film de science-fiction à la française, avec une histoire d'identité autour, puisque le personnage de Clovis Cornillac ne sait pas ce qu'il fout là et ne sait pas qui il est, donc il va devoir. Enfin, c'est une thématique qui. C'est Fortress en fait. Hein ? Oui, c'est Fortress en moins rigolo. C'est une thématique qui est récurrente dans la science-fiction d'une façon globale. Hein, je veux dire, ils l'ont pas inventé, ils sont pas les derniers à l'avoir utilisé. Et donc sur ce thème-là, en fait, parce que le film démarre en fait dans une grotte. Au départ, puis après en fait cette grotte va s'ouvrir sur un univers à mi-chemin entre la science-fiction et le film d'épouvante, et t'as toute cette espèce d'utilisation de la grotte, t'as toute cette espèce de comment ça s'appelle l'allégorie l'allégorie. Oui, voilà, t'as toute une espèce d'allégorie, de cette volonté d'ancrer déjà son film dans une espèce de schéma historique philosophique. Donc déjà d'entrée de jeu tu plombes ton putain de film, parce que ok, le mec, tu fais de la science-fiction, et puis après il nous précise bien avec ces différentes allégories, sa perte de mémoire, ça va se reconstituer. D'abord c'est un homme primitif, il est dans sa cave, machin. Le mec il a déjà oublié que la science-fiction en elle-même c'est une allégorie. Enfin, je veux dire, un film de science-fiction, la plupart des films de science-fiction, aussi les grands films de science-fiction, ce sont pas des films qui sont bien parce qu'ils nous décrivent précisément, waouh putain, à 8h27 le 12 janvier 2048 c'est passé exactement ce qui a passé dans le film. Ça, on s'en fout. C'est un genre qui porte en soi l'allégorie et qui nous parle finalement du monde qui nous entoure. Donc t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Ça prouve juste que le mec, en fait, quand il a commencé son film, il n'était pas sûr de ce qu'il faisait, il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne comprenait pas le genre qu'il abordait, et il nous le dit dès la première scène. Donc c'est déjà très gênant pour démarrer, quoi. Et ensuite c'est un film qui comment dire qui se prend tellement au sérieux. C'est un type qui a voulu faire sur le Tarkovsky de Créteil.
le Tarkovsky du 9-3. C'est vraiment ça l'idée. Et ça fonctionne pas parce qu'il y a pas d'idée de cinéma. C'est les trois quarts du temps, t'as des espèces de décors semi-épurés, mais en fait c'est pas que les mecs, je pense qu'ils devaient avoir 18 € pour les faire à tout casser. Donc tu vois pas grand chose. T'as des dialogues super mous, super cons. Enfin, c'est genre c'est long, c'est pesant et ça apporte rien. Enfin, je veux dire, ça passe complètement à côté de son sujet de A jusqu'à Z. Et le pire, comme j'ai dit, ça se prend incroyablement au sérieux, quoi. Les mecs, ils s'y croyaient vraiment. Et non. Les mecs, vous n'y êtes pas. Voilà. Je t'ai donné envie de le voir ou pas là ? Cours demain, l'acheter. C'est obligé. Acheter le Blu-ray version. Mais en plus, longue, tu sais quoi, le truc qui m'attriste un peu. Après, j'ai ton avis et je m'y conforme complètement. Oui. C'est qu'en France, il y a des vrais cinéphiles. Il y a des gens qui adorent le cinéma. Il y a des gens qui aiment le cinéma de genre. Et pourquoi le cinéma de genre a tellement de difficultés à émerger en France ? C'est un vrai questionnement, quoi. Et c'est pas faute de pas avoir les talents ou les gens. C'est que ça veut pas. Je comprends pas. Après, en fait, et il y en a qui arrivent, mais c'est vraiment des. Oui, puis surtout parmi tant d'autres, quoi. Mais déjà un des soucis, c'est que un des soucis, entre autres, à mon sens, c'est que déjà le genre, enfin, pour faire financer ton film, quand c'est un film de genre, c'est super compliqué parce que oui, c'est déjà une victoire si t'arrives déjà à faire financer ton film, tout simplement. Enfin, ça peut sembler très terre à terre, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les commissions d'avance sur recettes ou de remboursement d'écriture de scénario, etc., ils se basent sur des critères qui excluent de base le film de genre, à moins d'être le petit-fils ou le gendre d'un mec de la commission. Généralement, les critères font que le film de genre est forcément exclu. Donc déjà de base, t'as toute une partie du circuit de financement des films français en France qui leur passe sous le nez. Donc déjà à partir de là, comment tu vas financer ton film, etc. Enfin du coup c'est un chemin de croix. Et puis en plus les autres gens qui regardent, qui épluchent ton scénario, souvent ils détestent, quoi. Oui, voilà. Faut pas oublier que les gens qui épluchent ta commission, c'est des gens comme Colin Serrault, quoi. Exactement, donc c'est vraiment ça. Donc déjà, le premier rempart, il est là, c'est que tu peux pas faire un... Je dis Colin Serrault parce que je sais pas si on l'a revenu, mais je ne l'aime pas, je n'aime pas son cinéma. Donc voilà, donc c'est déjà un premier obstacle qui fait que déjà t'as déjà intérêt à être super motivé ou avoir des super bonnes relations pour faire financer ton film. Donc et après tu le vois, les productions, enfin, surtout dans les années 2000, les productions dites de genre françaises, je veux dire les trucs balancés par Opacorp, les Bloody Mallory et compagnie, enfin putain les gars, c'est fait par des gens qui n'ont jamais vu de film de genre, ou alors qui ne le comprennent pas. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ou qui ont vraiment eu beaucoup de bâtons dans les roues, quoi. Parce que, oui, c'est au choix, quoi. Et je pense, parce que là en l'occurrence, ce que tu me décris, je pense que avec un autre mec que Clovis Cornillac, ça aurait été pire. Oui, c'est vraiment Eden Locke, c'est... En fait, ils ont voulu. Quand je citais Tarkovsky, le Tarkovsky du 9-3, c'était vraiment pas au hasard, parce que c'est vraiment ça. Ils ont voulu faire de la science-fiction intello sensorielle, contemplative. Sauf que ça prend jamais. Enfin, voilà, c'est creux. C'est vraiment creux. Ça mène à rien. Et puis, t'as l'impression que ça dure 3 heures, alors qu'en fait, le film, finalement, je crois qu'il est même assez court au final. Enfin. Voilà, je pense que je sais pas à quel moment ça a merdé, parce que finalement, au départ, finalement, l'intention, pourquoi pas, mais c'est juste que il voulait absolument faire le film à la française, je pense aussi, tu vois. Ce côté, oui, faut qu'on parle de vraies choses, de vrais gens avec des vrais sujets, tu vois. Pas juste faire de la science-fiction, haha. Ah putain. C'est vraiment ce qui ressort du film. Je me doute. Et voilà, donc voilà, c'est un film que je n'aime pas beaucoup. Eh bien, écoute, tu es le seul responsable. Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé une super place pour Eden Locke. C'est laquelle ? C'est entre Doomsday et Next. Ah ouais, tu l'aimes pas. Non, voilà. Je ne l'aime pas. Voilà. C'est... Eden Locke. Eh bien, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Oui, ça fait de lui quelque chose comme le 84. C'est ça. Tu remarques qu'aujourd'hui, on n'a pas touché ni au top, ni au bottom, ouais.
ni au bottom. Et le bottom, tiens, puisqu'on est là, on est bien, on va juste rappeler une seconde que Is No Good, Daredevil, Samurai, Battle Royale 2, Planète des Singes, Carlitos Way 2, Gamer et Bronze 3, Agathe Cléry et Cinéman, et finalement Astérix aux Jeux Olympiques. Constitue, voilà, notre bottom 10. Ouais, là, vraiment, là, c'est le... Là, c'est vraiment, ouais, c'est l'enfer, c'est l'antichambre, quoi. c'est plus l'antichambre. C'est les cercles de l'enfer, ouais. C'est les cercles de l'enfer, voilà. C'est l'enfer de Dante en film. Alors, tu sais quoi, on va faire une dernière liste. Ah. Sauf que je gruche un peu, je vais prendre une liste qui va être assez courte, en fait. Oh non, mais Daniel, tu n'as pas le droit. Ce genre de méthodes sont inacceptables, monsieur Andreev. C'est comme ça, monsieur Andreev. C'est ce souvenir que vous voulez laisser à la France. C'est cet héritage. Tu sais, c'est moi qui monte. Je sais que et j'aurai pas longtemps pour le faire. Tu veux grande liste ou petite liste? Parce que grande liste, ça sera grand film. Petite liste, ça sera grand film. Ou grande liste. Et qu'est-ce que ça s'appelle petite liste? Si c'est petite liste à un film, c'est de la grue. Si c'est 2, j'accepte. C'est un film. Oh putain, je le savais. Mais alors, grand film, alors du coup, j'en parle pendant 3 heures. tu veux... Ah, ça se trouve, tu n'aimes pas. Ça se trouve, tu n'aimes pas. Peut-être je n'aime pas. Allez, on prend ce risque-là? Allez, on prend ce risque-là, vas-y. Voilà, tu l'aurais voulu. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Romain Perne. Merci, Romain. Premier film de... Et sa liste s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et tu vas voir tout de suite la thématique. Et tu m'as dit des films d'horreur? Alors, je vais t'en donner, mec. Premier film, c'est Shaun of the Dead, qu'on a déjà vu, et qui est très haut classé chez nous. Deuxième film, c'est 28 jours plus tard, qu'on vient de voir. Et qui est aussi assez bien classé. Et le troisième film de cette liste, c'est La Route. Ah oui, La Route. Ah, je te dis que c'est un grand film. La Route, donc, qui est adapté au départ... du roman de Cormac McCarthy. De Cormac McCarthy, merci, j'arrivais plus à retrouver le nom. Qui est l'auteur aussi d'un autre classique un classique de la littérature, No Country for Old Men. No Country for Old Men, exactement. Donc cette fois-ci, c'est La Route, c'est pas adapté par les frères Coen, mais c'est adapté par John Hillcoat. John Hillcoat. John Hillcoat, à qui on doit des trucs un peu... comment dire, c'est assez... C'est éclectique. C'est éclectique, puis surtout, je pense que c'est un réalisateur qui a jamais vraiment eu l'opportunité de faire éclater tout son potentiel, parce que son Triple Nine, c'était sympa, mais voilà, enfin tu sais, tu sens que tu sais pas trop finalement s'il a de la réserve ou pas. J'ai un peu de mal à me positionner sur. Pour moi, sa filmo elle me clueless, quoi. Vraiment, c'est que des films qui n'ont aucune importance pour moi. Et par contre, The Road est un film très audacieux, j'ai envie de te dire. Bah, The Road, voilà, on va reprendre vaguement le pitch. C'est à la suite d'une apocalypse X, dont finalement tu n'apprends pas grand chose, et tant mieux. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé, et finalement c'est tant mieux, parce que en fait on s'en fout. En fait, littéralement, un père joué par Viggo fucking Mortensen et son fils sont sur les routes et essayent de survivre. Voilà, le pitch est limpide, et c'est littéralement ça, c'est-à-dire que ils vont croiser des gens à qui l'apocalypse réussit moins qu'eux, notamment des Guy Pearce en leader cannibale, avec un accent mais genre impossible. Mais Guy Pearce, grand acteur quand il veut. Vraiment un accent mais complètement ouf en leader anthropophage. Voilà, t'as Robert Duval aussi, je crois qu'il est borgne, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un personnage qui va croiser puis repartir. Enfin, il y a Charlize Theron qui joue dedans, il a parlé flashback, puisque c'est dans le film la femme défunte de Viggo Mortensen. Donc flashback. D'où flashback. Et d'ailleurs, son personnage est assez intéressant parce que elle m'a beaucoup rappelé tout ce qui se passe dans le film de Lars von Trier avec Jack Bauer Mélancolia. Mélancolia, ça me rappelle beaucoup Mélancolia, sauf que c'est dit finalement en l'espace de 10 minutes, mais c'est exactement je suis pas très fan de Mélancolia. Moi non plus. Ouais, moi non plus, je suis pas très fan de Mélancolia, même s'il y a des trucs que je trouve extraordinaires dedans, il y a d'autres trucs que disons que j'ai un problème à voir un film avec Jack Bauer qui fait 0 de body count. Ou plutôt, il en fait 1, et tu sais qui. Non. Alors, pour faire un lien avec Mélancolia, tu sais quel est mon vrai problème, et ça revient à ce que j'ai dit sur Eden Log, donc déjà les fans de Lars von Trier vont me détester, mais d'où tu fais un film
qui est une parabole sur la mélancolie, où ton histoire c'est une planète qui s'appelle Mélancolia va frapper la Terre et tuer tout le monde. C'est tellement littéral. C'est tellement littéral. C'est tellement genre niveau 1 de SF quoi. Mais oui, c'est genre explication de texte. C'est genre t'as des gros panneaux pour t'expliquer. Attention, je vais parler de ça. Non mais si tu veux, c'est pour moi c'est comme si un mec qui a une ambition d'auteur découvre le 5e élément. Oui, c'est ça. C'est genre, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a bon. Oh, la guerre. Et genre, c'est vraiment tellement frontal. C'est tellement frontal que c'est bête, quoi. Et ça, c'est mon plus gros problème avec ce film, c'est que ça s'appelle Mélancolia avec une planète qui s'appelle Mélancolia qui va frapper la Terre et le sujet c'est la mélancolie. Enfin, genre, c'est d'une connerie. Enfin, c'est pareil. Pourquoi tu utilises à ce moment-là le registre du film catastrophe ou même de la SF light si t'es pas capable de faire confiance à un moment aux gens pour dire que oui, il y a une portée métaphorique, mais t'es pas obligé d'appeler ta putain de planète Mélancolia. On a bien compris que... Voilà. Donc ça, c'est mon plus gros problème avec... Donc, fin de la parenthèse sur Mélancolia. La route, justement, si je peux me permettre, il prend le parti complètement inverse, et il prend d'ailleurs le parti du roman, je sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai pas lu le roman. C'est d'être complètement minimaliste. Le roman est d'un minimalisme, même d'un point de vue littéraire. Je sais pas ce qu'il donne en version en VF, mais j'imagine qu'il est traduit de la même manière. Sujet, verbe, complément, ça va droit au but à chaque fois les phrases. C'est d'une beauté littéraire, c'est assez incroyable. Et le film rend assez bien en fait cette idée de minimalisme, c'est-à-dire il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Il n'y a pas mis de couleur dedans. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de plantes. Et voilà. Et la seule chose que tu peux trouver sur ton chemin, c'est le malheur. Voilà, littéralement, c'est ça. Et non, parce que justement, je parlais de Mélancolia parce que le personnage de Charlize Theron, c'est vraiment la nana qui n'arrive pas à gérer, tu sais, ce qui se passe. Et elle le vit de façon complètement désincarnée, c'est-à-dire que j'ai rarement vu un personnage aussi mort à l'intérieur que le personnage de Charlize Theron. La façon dont elle quitte le récit, je trouve la scène complètement fabuleuse parce que t'as Viggo Mortensen qui est ton contrepoint, qui lui essaie de s'accrocher, et elle qui juste s'en va et se laisse mourir littéralement quoi. Et genre c'est super. Enfin tu te prends ça en pleine face. Et c'est très déstabilisant. Et qu'il le laisse avec ce gamin quoi. Oui, et vraiment c'est super déstabilisant, mais voilà, et comme je disais, tout ce que dit Mélancolia en 3h40, bah là ça marche tout aussi bien en 10 minutes, donc déjà ça c'est bénéfique, vous gagnez du temps. Et donc ouais, la route, moi c'est un film que je trouve bien, mais qui va pas... je m'attendais finalement à plus, dans le sens où je le trouve un peu froid en fait. Ah oui, alors oui, ça c'est sûr. Oui, mais vraiment, c'est ce qui le rend réaliste d'ailleurs. Mais oui, mais le problème c'est que Viggo Mortensen est très bon, etc. Mais j'ai eu du mal à m'impliquer sur la longueur dans... C'est un film froid. Quand tu dis froid, il traverse littéralement de la neige et des trucs bien comme sûr, ça. Ouais. Quoi. Mais c'est froid, je te parle au point de vue sentiment, c'est-à-dire que j'ai eu du mal, alors que justement cette histoire de père, à cette époque-là, je venais juste d'avoir mon deuxième enfant, machin, enfin tu vois, je devais être pile dedans pour pleurer, machin, et je suis resté un peu en dehors. Moi je pleure pas, mais par contre ça me touche quoi, cette histoire. Et moi justement, je trouve que j'ai pas... En fait, sur la longueur... Il y a des scènes que je trouve hyper touchantes, et justement tout le truc avec la mère, enfin je trouve ça absolument formidable. Mais en fait la longueur du film, je trouve qu'à un moment donné il sait plus où s'arrêter, et ça finit par délayer tout ça, et ce qui fait que moi la fin en fait m'est complètement indifférente. Je suis arrivé au stade du film où à la fin je ressentais plus grand chose pour ces personnages, et ça m'a énormément gêné du coup. Ah, moi, quand même, ça m'a touché. Et il y a un truc que je trouve... Enfin, moi, ça m'a touché jusqu'au bout. Il y a un truc qu'on peut saluer quand même. Et puisqu'il truste le top du classement, c'est la performance de Viggo Mortensen. Bah oui, non mais Viggo Mortensen... Alors, Viggo Mortensen, si tu l'engages... D'ailleurs, il a pas de nom dans le film, c'est juste lui. Il est au bout de sa vie physique quoi, et ça se voit, enfin mais il est au bout de l'épuisement, et il y a pas d'image de synthèse, ils ont vraiment... D'ailleurs c'est un film qui est vraiment tourné genre in situ, c'est-à-dire oui, ça triche pas, ouais. C'est quand c'est des vrais bâtiments détruits, c'est des vrais voilà, ils l'ont tourné sans
c'est pas en décor, c'est pas en image de synthèse. Et le corps affamé de Viggo Mortensen, c'est un truc qui me fait faire des cauchemars, quoi. Ça me terrifie plus que tous les zombies dont on a pu parler aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Enfin, sa performance est exceptionnelle et tout. Mais voilà, moi, en fait, je peux situer le moment précis où le film s'est cassé pour moi. C'est justement quand on arrive au personnage de Robert Duval. Ah oui, je vois très bien, ouais. Et en fait, toute la séquence, je la trouvais vraiment de trop. Et vraiment, elle m'a sorti du film. C'est-à-dire que, en plus, ça dure super longtemps. Vraiment, je sais plus combien de temps, mais ça dure vraiment super longtemps. Et on sort de la dynamique et on est sur un registre qui est peut-être justement trop cérébral à ce moment-là. Et je trouve que c'est un registre qui est trop cérébral pour ce que le film aurait mérité, à mon sens. Et moi, ça m'a sorti du film. Et comme dit, une fois cette séquence passée, par contre, une fois qu'il n'y a plus Robert Duval dans le film, d'ailleurs, il a un rôle qui est très ambigu parce qu'on ne sait pas s'il existe réellement ou pas. Enfin voilà, t'as toute une gamme d'interprétations au sujet de ce personnage-là. Mais après, t'arrives très vite à la fin et du coup, moi, j'étais à ce moment-là, c'était trop tard, j'étais sorti du film, quoi. Et je peux comprendre. Et voilà, et du coup, c'est quoi, lis le bouquin, c'est vraiment extraordinaire. Ah mais faudra un coup que je lise le bouquin. Mais donc il y a des trucs vraiment vraiment très très réussis, très très bons. C'est ça en fait le mot c'est que c'est désincarné au bout d'un moment, ça finit par désincarner. Et voilà, et je m'attendais, tu vois, je sais pas, mais à un truc qui me bouleverse plus que ça, quoi. Où est-ce que tu le proposes? Je le mets quand même, c'est quand même un film important pour moi. Où est-ce que tu le mettrais, toi? Moi, personnellement, je le mets entre Wrestler et Valse avec Bashir, mais je suis prêt à t'écouter. Moi, tu vois, moi, je le mettrais en dessous de 28 jours plus tard. Il est où 28ème. Facile, 28 jours plus tard, 28ème. Tu vois, c'est un moyen mnémotechnique. Oui, mais il va descendre. Comme Johnny mnémonique. Il va descendre. Moi, j'ai vécu plus d'émotions et plus d'émotions de cinéma dans 28 jours plus tard que. Non, mais techniquement, j'en ai vécu plus chez Rocky Balboa, tu vois. Oui, aussi. Mais c'est. Écoute, tu sais quoi, on va le mettre. Parce qu'en plus, c'est pas le même. C'est pas la meilleure adaptation du livre. Du livre. Je te propose sous Rocky Balboa. Écoute, sous Rocky Balboa, ça me va. Road. Mais ça reste quand même un film vraiment intéressant et une démarche artistique sans aucune concession par rapport à son sujet, quoi. Non, bien sûr, voilà, exactement. Mais toute la démarche artistique est vraiment à saluer. Enfin, justement, tu parlais des décors. Enfin, le côté, tu sors du cinéma, t'as le goût de la poussière dans la bouche, littéralement. Ouais. Ça fonctionne vraiment. Je me souviens précisément de ma séance. Je l'avais vu avec mon petit neveu. Et t'imagines, ouais, joie de vivre et tout. Et devant nous, il y avait des gens qui riaient. Et qui se moquaient du film en faisant bouh, mais genre, ils riaient super fort. Et pourtant ouais. Tu sais, je suis non violent et non agressif, mais là, c'était le moment, ils m'ont fait chier vraiment au moment où le film me touchait, quoi. Et j'ai filé un high kick dans leur fauteuil, genre, ils ont tous les trois bronché, et j'ai dit fermez-la. Et ils ont vraiment eu peur. Quoi. Alors que je comprends que cette séance te tienne à cœur, du coup. Oui, en plus, j'étais vraiment... Ouais, pourtant, j'essaie de me contrôler, et je m'en veux, hein, presque, de pas avoir juste tapé sur leur épaule, mais là, c'était vraiment... J'en pouvais plus, quoi. Donc oui, c'était un film étouffant, j'ai envie de dire, pour ces raisons. Oui, c'est ça, oui, je vois tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas à nos recos? Eh ben, écoute... Ah, on a fait l'épisode court, t'as vu cette fois-ci, tu vas pas me dire... oui. Alors, c'est le moment de passer une demi-heure sur les recos. Alors, tu sais quoi, je peux te laisser, en fait. Tu sais que quand tu fais des monologues, c'est super pour moi, parce que je sais très bien que ton monologue est parfait, et du coup, je le laisse couler. En fait, tous ces films que tu fais tout seul, c'est tout avantageux pour moi. C'est tes préférés, c'est ça? C'est moins de taf pour moi. Ouais, Eden machin, ouais, trop bien. Où est-ce que tu l'as mis, Eden Bidule, là? Deadlock, oh là, je sais plus, j'ai mis très bas. J'ai mis sous Doomsday. Ouais, sous Doomsday, ouais, voilà. Ah bah toi, putain, quand t'aimes pas, t'aimes pas. Alors, vas-y, ta reco.
Eh ben écoute, Marocco tout simplement, ce sera la saison 3 de Fargo. Donc la série tirée du film des frères Coen. Je crois qu'on a dit quelques mots sur le film dans un précédent épisode. Je crois. Hein. Quelle position il est? Attends, je suis en train de regarder. Je crois qu'il est plutôt bien classé dans les années 90. Hein. Il est quelque chose genre troisième meilleur film des années 90. Donc, derrière Blade and Pulp Fiction. Voilà, donc c'est quand même pas de la merde. On va dire, c'est pas de la merde, et c'est pas de la merde gravée dans le marbre en plus. Tu sais qu'il faudrait que je m'y mette. Hein. Ça a été très très chaudement recommandé en plus si t'es fan de. En plus, moi, j'ai dit tout le plus grand bien. J'adore le film, je trouve le film extraordinaire. Et justement, j'étais d'autant plus méfiant par l'arrivée d'une série que je trouve le film extraordinaire. Enfin, genre, tu te dis, ouais, ok, les mecs, je vous vois venir. Et en fait, la saison 1, je la trouve géniale parce que ils ont réussi vraiment à restituer l'esprit, c'est-à-dire des espèces d'imbéciles heureux pris dans un engrenage trop lourd pour eux, littéralement. Et avec ce ton décalé juste comme il faut, et puis ces personnages qui sont, enfin, genre dans le premier, le personnage de Lester qui est joué par Martin Freeman, c'est vraiment le minable magnifique, quoi. Enfin, vraiment, il est parfait, c'est à la fois drôle, c'est à la fois intense. Enfin, voilà, la première saison, je trouve extraordinaire. La 2, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et du coup, voilà, je savais pas trop où me situer sur la saison 3 parce que voilà. Et je trouve la saison 3 vraiment super réussie. Elle est portée notamment par comment il s'appelle flûte. Je peux pas t'aider, j'ai pas vu. Oui, elle est portée notamment par Ewan McGregor. Double Ewan McGregor d'ailleurs, qui joue 2 rôles dans la série, et qui est il est vraiment génial dans les 2 rôles. Les 2 personnages sont vraiment extraordinaires. Puis enfin voilà, et on retombe du coup sur ces personnages à la Coen, mais qui, tu vois que c'est pas du Coen, c'est-à-dire que c'est une série qui est créée par Noah Hawley, et qui a aussi créé Légion, dont j'avais parlé et j'avais dit le plus grand bien. Et vraiment, tu retrouves vraiment ces personnages qui sont un peu des minables magnifiques, c'est-à-dire que ils sont un peu cons, ils sont un peu limités, mais ils sont quand même touchants, et finalement leurs erreurs sont souvent que le reflet du fait qu'ils ne sont pas forcément adaptés du monde dans lequel ils sont. Et donc voilà, et je trouve cette saison 3 vraiment super bien. En plus, il y a Mary-Elizabeth Winstead dedans, actrice que j'aime beaucoup, et qui a un rôle aussi vachement intéressant, parce que au départ, je l'aime. Voilà, au départ, tu la sens partir enfin, tu te dis, ouais, ok, je vois exactement le personnage que c'est, puis au fur et à mesure, tu enlèves des pelures d'oignon. C'est même au sens littéral, parce que tu la vois plusieurs fois nue. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est une doublure, ça on saura jamais. Je sais que c'est elle, je l'aime. Voilà, et donc les pelures de lui tombent, et en fait c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant que ce que tu penses au début. Et voilà, et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout est sur un espèce de terrain que tu crois connaître, et puis en fait ça glisse vers quelque chose que tu t'y attends pas, ou en tout cas pas à ce point. Enfin voilà, c'est à la fois iconoclaste, à la fois vraiment dramatique. Voilà, j'aime beaucoup cette saison 3 de Fargo, et je vous conseille de la regarder. Comment tu me l'as vendu. Et en plus, si je sais qu'il y a Mary-Elizabeth Winstead dedans. Et oui, t'as vu ça, hein. Je suis en train de regarder, je suis en train de Google Images là, et j'ai fait excuse-moi. Tu me l'as bien vendu. Ouais, non mais vraiment, elle est vraiment très très bien. Là au stade où on en est, j'ai pas encore vu. Enfin, il y a que 8 épisodes sur 10 qui sont diffusés. Alors forcément, il manque les 2 derniers épisodes, mais ça vaut déjà le coup, rien que je n'imagine pas les 2 derniers épisodes partir en autre boudin à ce point. Je vais recommander un bouquin qui s'appelle Imagine Wanting Only This. Et j'adore ce titre. Imagine Wanting Only This. Il y a un côté très passif-agressif et en même temps méditatif sur l'état de ce que tu veux dans la vie. Et c'est un bouquin, un roman graphique, comme disent les gens qui veulent vendre de la bande dessinée aux gens un peu snobs. Dessiné par Kristen Radke, qui raconte un deuil. Elle est en train de vivre un deuil, elle a perdu un oncle qui lui était très 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 proche. Elle parle de cet état un peu mélancolique et méditatif. Puis le récit part un peu dans tous les sens, puisqu'elle fait ensuite des recherches sur sa famille, sur les origines, enfin elle remonte l'arbre généalogique,
Et ça l'emmène dans différents endroits aux États-Unis, pas forcément que pour ça. Et puis à un moment, elle va faire de l'urbex, en fait. Et c'est un bouquin sur la méditation et sur le deuil, en fait. Et c'est passionnant, je trouve ça assez beau. Et il y a des moments où tu ne sais pas où ça va, mais c'est plein de trouvailles visuelles, c'est plein d'utilisation intelligente de ton imagination, en fait, de son imagination. C'est vraiment un beau bouquin, en fait. Voilà, si t'as un mec, si tu connais quelqu'un qui passe un moment un peu difficile, il y a 2 bouquins à recommander. C'est Asterios Polype de David Mazzucchelli. Et maintenant, je recommande aussi plus féminin, évidemment. C'est une femme qui a son point de vue et un regard très très tendre sur son oncle. Donc ça s'appelle Imagine Wanting Only This de Kristen Radke. J'adore. En fait, je crois que j'aime de plus en plus ce bouquin. Plus j'en parle, plus j'y pense et plus je l'aime. Voilà. Mais tu sais que ça s'entend dans ta voix que tu l'aimes, ce bouquin. Ouais, j'espère. On devient des prescripteurs, hein, mine de rien. Et je te parie que quand ça sortira en français, il y aura plein de gens qui seront là, genre grande BD, prix d'Angoulême, tout ça, voilà. Voilà. Mieux que Johannes Farr. Vous l'avez oui, vous l'avez entendu. Je pense pas que Johannes Farr aimerait. Mais pourquoi c'est bien dessiné, c'est ça? Alors tu rigoles, on a dit du mal des bandes dessinées de Johannes Farr, mais par contre Johannes Farr, j'ai déjà reluqué son Instagram, il a très bon goût, et pas seulement pour les filles qui photographient. Mais sur c'est chouette BD en fait. Il lit vraiment des bons trucs en fait. Oui, il lit des bons trucs. C'est juste faut pas qu'il dessine The Punisher, c'est tout quoi. Mais mec, ça se trouve si moi je dessine Punisher, ça sera nul aussi hein. Sauf qu'on m'a pas payé pour le faire. Sauf qu'on t'a pas payé pour le faire et je pense que ce serait plus ou moins du même niveau que ce qu'il nous a pondu. Je sais pas si t'as vu la couve qu'il a fait mais. Ouais. Bah tu sais quoi, quand c'est une couve, t'as le droit de faire un peu n'importe quoi. Ah ouais, là c'est plus qu'un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai des élèves, moi ils dessinent mieux les mains que lui. Hein. Ouais, alors tu sais quoi, on en parlait parce que au moment où on enregistre, on a vu ce fameux poster de Black Panther qui est un peu momoche. Qui est atroce. Atroce. Et tu sais, genre tout le monde... Atroce. Tout le monde lui a sauté dessus en disant « Oh là là, Photoshop, moi je fais mieux et tout ça. » Et c'est vrai, peut-être que tu fais mieux avec Photoshop, mais pour moi, l'important, et je dis pas ça pour ce cas en particulier, mais plutôt pour tout en général, je cherche pas une restitution forcément de la réalité. Les trucs un peu kitsch, les trucs un peu éclatants, ça m'éclate aussi. Je dis pas que j'aime ça. Bon, on s'égare, on est en train d'ouvrir une parenthèse. Alors que j'avais décidé qu'on trouve une fausse excuse pour défendre une couverture hideuse, voilà, c'est... Putain, je suis arrivé à défendre Johannes Farr, tu vois. Non, c'est là il y a juste pas d'excuse, enfin c'est juste très laid, voilà, c'est tout. Bon, je crois que très laid sera le dernier mot, ton dernier mot de cet épisode. Quel bon dernier mot. Oui, n'est-ce pas? Alors écoutez, on vous remercie de votre fidélité, on vous remercie de nous suivre et d'en parler autour de vous. Et moi, personnellement, je tiens à vous remercier tous les gens qui viennent me voir. Ça m'arrive dans le métro, je suis en train de bouquiner, et puis tout d'un coup, quelqu'un qui arrive et qui monte son iPhone ou son téléphone, et il est en train d'écouter Super Ciné Battle. Ça nous fait très plaisir. Désolé pour tous ceux qui aimeraient que ça soit un épisode au moins 50% plus long. À un moment, faut arrêter de déconner. Il faut aller se coucher, les amis. Oui, je t'en accorde quelques-uns de temps en temps, tu vois, pour faire croire que t'as un peu de pouvoir, tu sais. Oui, merci Loulou. 34e épisode, encore heureux que tu m'accordes quelque chose. Nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist. Je me rends compte qu'à l'heure où on enregistre, j'ai pas updaté la liste de l'épisode précédent et personne n'a gueulé, j'en profite. Alors, il y en a 2-3 qui ont gueulé, mais chut, on les fera taire. C'est vrai? Ouais. Oh merde, putain. Oui, il y en a 2-3 qui... Désolé, parfois il y a tellement de taf que voilà. C'est ce festival, toute cette pression. Exactement, oui, la pression. C'est l'âge aussi. Oui, aussi, ouais, bah oui. Vous venez retrouver aussi sur YouTube et puis bon, on apprécie que vous laissiez des likes et puis parfois des commentaires assez intéressants, comme par exemple ceux qu'on a eu sur Obrover pour nous donner votre avis sur la question, sur l'avis sur un film. Où est-ce qu'on peut te retrouver, papa? Eh ben, sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, Plugin Papa, sur Gamecult, dans After Eight. Hein, il me semble qu'on va faire peut-être bientôt un After Eight où tu seras là et peut-être même plusieurs fois d'affilée. Eh ben, écoute, oui, a priori, c'est... Disons que la roadmap des prochains After Eight laisse suggérer que je vais faire quelques apparitions récurrentes.
Ouais, en fait, oui, depuis l'adoubement, ça y est, tu fais partie un peu de la team, quoi. Voilà, c'est ça. Littéralement, j'étais intronisé, tel le Perceval du podcast. J'étais intronisé à la table ronde. Tu sais que j'ai bien fait gaffe de dire Perceval et pas Lancelot du Lac, parce que Lancelot du Lac, c'est le connard, quand même. Oui, il a pécho la meuf, quand même. C'est ça, non. Perceval, les vrais savent, tu vois. Voilà, exactement. Alors que Quick, c'est plutôt Galahad, j'ai envie de te dire. Oui, il est plutôt Galahad. Il est pur comme Galahad. Et bah, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @camurobotics. Et puis, en ce moment, j'écris pas beaucoup, je suis désolé parce que je suis en train de faire avancer un projet. J'en parlerai plus sans doute dans le prochain After Eight. Voilà, vous en saurez. Et puis, c'est vrai qu'on devait faire un After Eight sur Wonder Woman. Tu sais quoi, en bonus, on va parler de Wonder Woman un petit peu. Ouais, on va parler de Wonder Woman. Ça te dit, on va se faire un petit ça me voilà. dit exactement. Donc après le générique, je sais pas si les gens ils restent après le générique, mais en général on dit des trucs, on dit des bêtises, et là on va s'amuser un petit peu. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Je pense que c'est une bonne idée de faire un post-générique ouais, de ça. Ouais, tout à fait. Bon alors écoute, on va parler donc post-générique, on va parler de la momie. Non, je déconne. Et alors, je vais voir des conneries au cinéma pour vous les mecs, hein, mais au bout d'un moment, faut pas pousser, d'accord ? Même Ouais, si Tom Cruise dedans. Et écoute, tu sais quoi, Tom Cruise n'est pas... Non, et Tom Cruise est super dedans. Oui, c'est pas le problème de Tom Cruise. La momie, Il y a film... Russell Crowe. La momie, c'est un film dont j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, je n'ai toujours pas compris ce qu'essayait de me raconter ce film, hein, quand même. Est-ce que t'as vu la bande-annonce sans le son ? Oui, je l'ai vu, elle est extraordinaire. Ah, Elle est extraordinaire. Et tu sais que le problème, c'est que pendant tout le film, j'attendais la scène et dans ma tête, j'étais en train de faire « Ah, c'est le moment où il va choper la chauve-souris en disant « Et je crois qu'ils ont modifié les bruitages parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop ridicule. Ah ouais, bah, surtout que les quelques gens qui ont vu cette bande-annonce sans le son, ils viennent avec ces bruitages dans la tête, donc c'est vrai que c'était foutu, quoi. Ah ouais, moi c'était foutu. Alors dis-moi, Wonder Woman, où tu te situes où ? Bah écoute, Wonder Woman, je serais macroniste sur Wonder Woman, je me situe au milieu. Ah putain, zéro risque. Non, c'est pas zéro risque, mais disons que pour moi, je trouve qu'ils ont réussi l'essentiel, c'est-à-dire que on est débarrassé des personnages fascistes du Snyderverse, avec le fait que Diana, je trouve que c'est un personnage qui est cool dans le film. C'est-à-dire que pour une fois, c'est enfin une héroïne sa seule obsession pendant tout le film, c'est sauver les gens. Qu'elles les connaissent pas, peu importe. Voilà, c'est une nana qui est là pour sauver des gens, pour réparer les erreurs des autres. En plus, c'est-à-dire que pour une fois, contrairement à ce putain de connard de Superman de chez Snyder, c'est pas de sa faute. Elle vient là et elle apporte des solutions au lieu de créer les problèmes, quoi. Et en plus, tu sais quoi, elle essaie de régler les problèmes, mais surtout, elle est en train de les découvrir, en fait. Oui, elle les découvre, et en fait, parce que justement, elle vit sur son île isolée, puis elle est frappée d'un seul coup par la modernité. D'ailleurs, à ce sujet-là, on émettait des réserves, et la façon dont c'est utilisé, la Première Guerre mondiale, je trouve pas ça si con, en fait. Parce que finalement, tu te remets dans le contexte, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, puis c'était la première guerre moderne de cette ampleur, etc. En tout cas, de la façon dont c'est amené dans le film, pas forcément par rapport à la mythologie, mais en tout cas dans le film, bon, je comprends que... Enfin, donc je trouve ça à peu près logique que le personnage ait pu se motiver à sortir de sa réserve et aller botter le cul à Hades, quoi. Et écoute, en fait, j'ai été un peu engrené, j'ai fait un au ciné. Et... Tu t'es fait pourrir la tête, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est que moi j'étais plutôt positif parce que je pense que quand même c'est un film regardable. Oui. Et les deux Gus avec moi, ils étaient pour eux c'était le pire film ever, ou pourquoi ce film-là est plus qu'un autre. Et aussi un autre truc, c'est qu'ils revenaient beaucoup sur le fait que sur la politique de comment ils l'ont vendu, sur le fait que c'est le premier film réalisé par une fille
de super-héros, ce qui est faux pour les deux cas. Oui. C'est vrai en plus. C'est vrai que c'est faux. Enfin, non. C'est comme le dialogue dans Fantomas. Voilà. Mais c'est faux. Il y a eu une réalisatrice qui a réalisé un film de super-héros avant déjà. Mais et quel film, puisque c'est Punisher Warzone que j'adore. Mais ouais, il y a un truc qui se dégage dans ce film qui est assez touchant en fait, et je pense que c'est parce que le couple Wonder Woman et Steve Trevor fonctionne assez bien en fait. Oui, c'est ça. Ils sont charmants en fait. En fait, c'est ça, c'est que moi la plus grande réussite du film et qui fait qu'effectivement pour moi c'est regardable, c'est que les persos, moi je trouve Diana vraiment réussi. Et c'est vraiment une héroïne telle que moi je serais un petit garçon encore ou une petite fille, j'aurais envie de croire à ce héros là, tu vois. Déjà ça c'est un... Oui, j'aurais pas envie de pleurer parce que moi j'ai vu des enfants partir de Batman v Superman. Oui, bien sûr, là c'est vraiment et d'ailleurs pour le coup je regrette de ne pas avoir emmené ma fille aller voir Wonder Woman rien que pour ça, parce que c'est un film où l'héroïne c'est une vraie héroïne et t'as envie d'y croire en tant que tel, en tant que concept, tu vois. Ça peut être une héroïne qui peut se poser là, à laquelle tu t'accroches, et ça c'est vraiment une très grande réussite pour moi, et c'est peut-être le principal. Tu crois au personnage et tu crois à son couple avec Steve, et voilà, donc rien que pour ça t'as au moins un véritable ancrage dans le récit, et voilà, et rien que ça je m'attendais pas à ce que ce soit réussi à ce niveau là, et c'est ce qui sauve le film, parce qu'effectivement moi j'ai beaucoup de reproches sur tout le reste en fait. Voilà, c'est-à-dire que déjà la fin, le dernier tiers est irregardable. C'est Batman v Superman. Voilà, c'est filmé dans le noir, tu sais plus où ça se passe. D'ailleurs, tu sais quoi, les scènes d'action sont montées de façon atroce. Les gens me disent Batman v Superman, mais je leur dis, mais vous vous rendez compte, c'est un film où Metropolis et Gotham sont côte à côte en fait. Sont côte à côte et surtout sont interchangeables. Et puis au milieu il y a une île, genre mais qu'est-ce que c'est que genre, et à quel moment où c'est filmé Metropolis, où c'est filmé Gotham, c'est ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux littéralement pas comprendre. Effectivement, dans Batman v Superman, ils arrivent sur une île, c'est genre oh what the fuck les mecs, il y a une gigantesque île désaffectée entre les deux plus grandes mégapoles du pays, traversée sans doute par le fleuve le plus important de tout le pays, mais voilà, ça n'a aucun sens quoi. Tu connais pas Bruce Wayne de Gotham? Pourtant c'est la ville d'à côté. Pourtant c'est le mec d'en face. Hein. Tu sais la grande tour avec le W là que tu vois, c'est lui. Putain, Sherlock quoi. Mais pour en venir à Wonder Woman, en fait, justement, je trouve que c'est ça qui est bizarre, c'est Themyscira, donc leur île Paradise Island, comme on l'appelait avant dans l'ancien Wonder Woman, a été un peu xénifiée, donc c'est un peu des guerrières. Mais il y a un truc qui fonctionne bien parce que tu comprends où c'est quoi. C'est un endroit magique, mais tu l'identifies, tu vois. C'est pas comme dans Thor, le Asgard de Thor, où t'as l'impression c'est à la fois dans l'espace, mais à la fois. Le Asgard de Thor, au bout de 3 films, 4 avec les deux, j'ai toujours pas compris ce que c'était en fait. Hein. Il y va pas. Est-ce que c'est comment il y va? Il y a un pont et finalement il y a un pont. Okay. Moi je sais parce que j'ai lu la BD. Oui, non, mais c'est ça. Mais quand tu regardes le film, c'est incompréhensible. Alors que là, on comprend assez, et je trouve que les scènes qui fonctionnent le mieux, c'est quand elle est en Angleterre en fait. Oui. Parce qu'elle est ancrée dans la réalité, parce que tout d'un coup, comme ils disent à nos ciné, c'est le fish out of the water, tu vois, que j'appellerais plutôt le syndrome visiteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est d'un milieu différent et qui rentre dans un autre milieu, et c'est le contact de ces deux réalités qui fait quelque chose de drôle en fait, parce que c'est assez drôle en fait. On se marre bien dans ce film. Pendant ce moment-là, ouais. Mais non, mais après, ouais, comme tu disais, le dernier tiers, puis surtout les bastons de Mergin, je les trouve atroces. Enfin, c'est monté n'importe comment, et surtout et ça je ne sais pas dans quelle mesure la réalisatrice est à blâmer ou pas, c'est à dire que moi ce qui me tue, c'est qu'un moment super important, c'est le moment de la tranchée, c'est à dire que ils sont en mission et t'as Steve qui fait ouais on continue la mission, puis Diana elle fait fuck it, elle enlève son truc et elle monte sur la tranchée parce qu'il faut faire cesser le combat, et genre d'où t'as besoin de faire un ralenti avec un bullet time sur la balle qui arrive dans la tête de Diana et qui l'évite au dernier moment, surtout qu'en plus... il y a du bullet time, mais tout pourri. Surtout qu'en plus, le fait qu'elle dévie les balles avec ses bracelets, on l'a déjà vu, expliqué et compris dans le film, donc c'est pas nouveau, ça sert à rien d'insister là-dessus. Surtout... Et après, c'est le problème de tous ces réalisateurs qui ont des idées, mais par contre, on leur dit, il y a les scènes d'action, et là, et là, ils passent en mode Yes Man, et et la scène est ridicule, et t'as plein de plans comme ça qui sont complètement ridicules dans le truc, et ça démolit vraiment le truc, quoi. Et aussi, autre chose,
la musique, faut faire quelque chose, les gars. C'est pas possible. Le thème. Bon, après, c'est GLA, quoi. C'est le thème GLA, c'est le thème Batman et Superman. C'est le thème uniformisé du DCU, mais déjà en plus il est balancé n'importe comment dans la baston, tu sais, à un moment donné ça arrive, c'est cette espèce de gorille, c'est atroce, c'est horrible à l'oreille. Et puis même sorti de ce thème là, il s'est vraiment pas fait chier le compositeur, quoi. T'as des repompes de John Murphy, t'as des trucs, là faut pas, quoi. Non, ça reste quand même un film recommandable. Je pense que pour les gamins, je pense que ça passe. À part le fait que la Première Guerre mondiale soit montrée de manière tellement light. Oui, mais encore que bon, disons que tu t'attends pas à avoir une Première Guerre mondiale vue par Quentin Tarantino, quoi. Oui, mais attends, même la Seconde Guerre mondiale vue par Tarantino, elle est ridicule. Elle est ridicule, mais t'as quand même, tu restitues quand même toute l'horreur de beaucoup de choses qui étaient en marche. Là t'as plein de choses qui sont vraiment édulcorées, quoi. Disons que Tarantino, il reprend le pire et il les fait à sa façon, mais c'est quand même là c'est absent, tout simplement. Ah, c'est exactement ça, ouais. Et donc du coup, oui, ça reste un film passable, en fait. Bon, ta note Sens Critique ? 5. Alors, moi, je mettrais 6, parce que, en fait, le truc, c'est qu'on revient de tellement... Alors, après, on peut dire d'où viennent nos ambitions et tout ça, mais on revient de tellement loin. Oui, c'est ça. Et je l'ai dit dans After Eight à l'époque, mais je vais le redire, Batman v Superman est le pire pour moi. Pour moi, c'est une de mes pires expériences de cinéma. C'est un film insultant qui ne comprend pas ses personnages, qui ne comprend pas ce qu'il raconte, et que ce qu'il raconte est horrible. Et là, au moins, Wonder Woman, j'ai l'impression que elle, contrairement à ce que, d'ailleurs, j'ai pas trop exprimé dans le ciné, mais je pense que Patty Jenkins, elle comprend Wonder Woman, du moins, elle comprend une version de Wonder Woman. Oui, c'est ça, tu comprends. Elle comprend la version updatée des années 80, ils ont enlevé le bondage et le rigolol, ils ont enlevé tout ça, et même les sous-entendus lesbiens, ils sont enlevés. Et donc, c'est une version très Xena, en fait. Et c'était peut-être la meilleure façon de le faire aujourd'hui, quoi. Oui, non, bien sûr, ouais, je pense aussi c'était vraiment c'était vraiment, effectivement, je pense que dans l'absolu, en plus, faut garder à l'esprit que c'est toujours des projets super cadrés. On n'est pas du tout dans l'espèce d'incident heureux à la Logan où tu te demandes comment est-ce que les mecs ils sont pu valider un film pareil. Là, tu restes vraiment dans le produit hyper calibré, etc. Donc, de toute façon, tu as ses limites, etc. Mais ça reste regardable. Et pour moi, je trouve j'ai retrouvé beaucoup de l'esprit finalement de Iron Man, en fait, dans ce film-là. Tu fais bien de le dire, parce que en fait, c'est un film qui est très proche d'Iron Man dans sa méthode d'approche du personnage, de l'arc narratif du héros, puisque au début, elle se fout un peu de la vie des gens, et au bout d'un moment, elle va comprendre que c'est pas si bien que ça. Et non, elle a vraiment un arc narratif où Iron Man au début c'est vraiment un connard, et puis au fur et à mesure, il comprend que être un héros c'est important, et c'est vraiment. Ouais, il y a une vraie proximité entre les deux, du moins tel qu'on nous le vend. Et en plus, avec le cynisme Robert Downey Jr., ça c'est autre chose. Mais... Oui, après, le génie Robert Downey Jr. Ajoute la couche supplémentaire. Mais je trouve qu'elle le joue bien. Elle joue assez bien l'ingénue et la fille un peu perdue, mais en même temps, qui a une dignité, qui a une forte dignité, quoi. Qui a une dignité, puis qui a son caractère. C'est-à-dire que même si elle est en perpétuelle découverte de ce monde-là, elle a vraiment ses principes qui sont ancrés et qui la définissent enfin voilà, c'est-à-dire qu'elle transige pas avec ses principes, et quand il faut que ça, comment dire, quand il faut que ça pète, ça pète, c'est-à-dire qu'elle hésite pas. C'est-à-dire que voilà, comme dit, la scène de la tranchée, même si la scène en elle-même est ridicule parce que tournée de façon ridicule. Laquelle scène ? La scène de la tranchée. Ah ouais, non mais j'aime beaucoup le point de départ, c'est-à-dire cette nana qui traverse les tranchées avec tous les cadavres et tout, et qui envoie chier les mecs, et qui font non mais on va le faire à ma façon, sinon on va pas le faire du tout, quoi. Ouais, je pense que c'est au moins ça que j'en retire, en fait, un truc assez positif. Et alors après, le marketing et tout ça, je m'en fous, quoi. L'important c'est qu'ils ont fait un film qui est pas nul à chier. C'est pas un film dont je sors en ayant honte de ce que j'ai vu, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et puis j'ai dit Batman et Superman, mais juste au-dessus qualitativement, il y a Suicide Squad, quoi. Oui, voilà. Putain, mais c'est clair que. Putain, on revient de ça. Et Man of Steel. Man of Steel. Qui est horrible, quoi.
Oui, et tu sais quoi, un jour on fera un flashback d'ici et rien que pour les gens, je vais me les regarder pour être encore plus haineux, quoi. Ah, Man of Steel, moi j'oublierai jamais. After Eight Ciné Battle, ça va s'appeler. J'oublierai jamais ce père modèle qui se laisse mourir de son fils en lui faisant un clin d'œil littéralement en faisant. C'est comme ça que tu vas grandir. Mais surtout après lui avoir fait plusieurs scènes où il disait que non, il aurait dû laisser mourir ses amis. Oui, c'est ça. Il lui dit, est-ce que j'aurais dû le laisser? Et il dit, bah oui, sans doute. Quoi? Quelles sont les valeurs que tu transmets à ton enfant? Il est le pire. Il est le pire de tous, quoi. Ouais, oh là là, littéralement. Le père de l'année. Oh là là, et Hachi Mishima à côté, c'est... Oui, voilà, c'est un père niveau Tekken, quoi. Putain, la prochaine fois, tu feras une reco Tekken, j'imagine. Ah bah, peut-être. Faudra un jour faire un super game battle Tekken. Tu joues sur quoi? Sur PC? Ah bah, évidemment que je joue sur PC. Ah putain, est-ce qu'on peut y jouer ensemble, PS4, PC? Ça me semble peu probable, j'ai jamais essayé, mais ça me semble peu probable. Dommage. Bon bah c'est pas grave, ça sera pour les prochaines recos. Je pense que ça fait un bon bonus, ça fait un épisode presque aussi long avec le bonus. Là. Voilà, tu vois, comme ça tout le monde est content. Tu m'as bien ken, là. C'est ça, les joggers sont à bout de souffle, ils nous détestent, parfait. Moi, ils ont eu un peu de leur Wonder Woman. On est bon? On a toujours été bon, Daniel. Oh putain, t'es